Je vais vous faire un cours sur deux objets qui vont vous accompagner tout au long de votre vie personnelle et professionnelle à partir de maintenant et du reste depuis le passé, qui s'appellent l'énergie et le changement climatique. Alors, je ne suis pas académique. Mon métier, c'est d'être consultant. Je suis associé d'une société de conseil. J'ai un deuxième métier qui est de président d'une association. Et je fais de la vulgarisation qui a fini par donner lieu à ce cours. C'est le pourquoi je fais ce métier plutôt que mon métier principal. Le cours que je vais vous faire est essentiellement un cours basé sur des données d'observation, des raisonnements relativement simples avec les mains. J'espère que ça sera accessible. Ce n'est pas très différent, pour être très franc, d'un certain nombre de choses que je peux raconter dans d'autres enceintes pour des publics qui n'ont pas été soigneusement sélectionnés sur concours. Donc normalement, vous devriez arriver à suivre. Je vais quand même vous rappeler 2 ou 3 petites choses en entrée. La première, c'est que vous retiendrez beaucoup plus facilement ce que je raconte si vous prenez des notes, même si derrière vous les mettez à la poubelle, plutôt que si vous n'en prenez pas. Donc c'est un très bon moyen mnémotechnique de prendre des notes. La deuxième chose, c'est que je vais essayer notamment de vous inviter à toujours aborder les problèmes en raisonnant par ordre de grandeur et règle de 3. Vous êtes rentré dans cette école en ayant été soigneusement sélectionné sur votre aptitude à résoudre de manière, en ayant une aptitude supérieure à la moyenne, à résoudre des problèmes compliqués posés de manière exacte. D'accord ? Donc on vous a sélectionné pour entrer dans cette école en vous posant des problèmes qui sont univoques, ils ont une seule solution, ils sont un peu compliqués, mais ils ont une seule solution. Et ils sont bien posés, c'est-à-dire que dans l'énoncé, vous avez toutes les informations pour trouver la solution. La vie, et ce que je vais vous raconter à partir de maintenant, c'est essentiellement fait de problèmes mal posés, où vous n'avez pas toutes les informations. D'accord ? Et quand on aborde un problème qui est mal posé, on n'a pas toutes les informations, il y a quelque chose qui est extrêmement efficace pour aborder ces problèmes, et ça va être particulièrement vrai dans ce que je vais vous raconter, c'est de raisonner par ordre de grandeur et règle de 3. Et partout dans votre vie, si un modèle sophistiqué n'est pas raccord avec une règle de 3 bien posée, c'est que le modèle a tort. Donc c'est quelques éléments que je vous donne en préambule sur le cours que nous allons avoir le plaisir de parcourir ensemble. Voici un des retraités les plus célèbres de France. Alors, il est retraité parce qu'il paraît qu'il a dit qu'il allait arrêter de bosser. Alors, en fait, ça ne doit pas être tout à fait vrai parce que de temps en temps, on le voit faire des trucs moins rigolos que ça. Peu importe. Donc, on va lui faire reprendre un peu de service. Quand vous posez une question à qui veut gagner des millions, pour ceux d'entre vous qui ont déjà regardé cet excellent jeu, vous savez qu'on vous donne les réponses à l'avance. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà... l'élève qui est assis là au 2e rang, a-t-il une chemise, petit A bleu, petit B vert, petit C jaune, petit D noir, et tous ceux qui en ce moment étaient en train de roupiller se plantent, les autres ont la bonne réponse. Là, on va imaginer qu'il pose la question de manière ouverte, c'est-à-dire qu'il vous demande « c'est quoi l'énergie ?» Vous savez qu'en France, il y a un ministre de l'énergie, donc vous pourriez lui demander « c'est quoi l'énergie ?» Et normalement, il doit savoir, puisqu'il est ministre de l'énergie. Eh bien, vous vous rendriez compte, si vous posiez la question, je vais vous donner un exemple dans pas longtemps, que en fait, la première réponse qui vient à l'essentiel de la population, et je dis bien à l'essentiel de la population, donc je ne parle pas du monde dans lequel vous évoluez au quotidien, c'est ça. C'est-à-dire que si vous dites énergie dans un certain nombre d'enceintes, et en particulier dans une enceinte qu'on qualifie entre guillemets de grand public, la première donnée qui va venir à l'esprit de beaucoup de gens, et en fait c'est normal parce que c'est quelque chose qui est aussi la première façon de présenter l'énergie dans le monde des économistes, c'est quelque chose qui s'achète, c'est une commodité, c'est un truc qui s'achète, et donc le sujet principal c'est de savoir si c'est cher ou pas cher, et si on pourrait s'y prendre autrement pour avoir la même chose pour moins cher. Et c'est particulièrement vrai dans l'actualité, puisque pour tous ceux d'entre vous qui ont un peu suivi ce genre de mouvement, vous savez que ça a démarré d'une contestation sur le prix des carburants. Alors bien évidemment, ce n'est pas ça qui est le ressort principal in fine, mais ça a démarré par cette contestation qui était une contestation sur le prix des carburants. Donc les Gilets jaunes n'ont jamais dit on ne veut pas consommer de carburant parce que ça fait trop de CO2, ou on ne veut pas consommer de carburant parce que ça nous fait dépendre de la Russie et de la Norvège et qu'on n'a pas envie. Non, ils disaient juste c'est trop cher. D'accord ? Alors ce que je vais essayer de vous expliquer pendant une partie du reste de ce cours, c'est que si vous prenez le problème sous cet angle, malheureusement, vous passez à côté de l'essentiel. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles on passe à côté de l'essentiel. La première, c'est que si vous regardez en termes strictement économiques ce que ça coûte d'acheter de l'énergie rapporté à ce qu'on gagne,
Et vous pouvez le représenter de plusieurs manières. Une des manières que j'ai de le représenter, c'est de regarder ce que ça coûte d'acheter chaque année à l'ensemble de l'économie, d'acheter le pétrole, le gaz et le charbon qui l'a fait fonctionner. Donc je regarde l'ensemble du produit économique de l'année et je regarde rapporter à ce produit économique ce que coûte d'acheter sur le marché l'ensemble du pétrole qu'on consomme dans l'année, l'ensemble du gaz qu'on consomme dans l'année, je parle pour le monde dans son ensemble, et l'ensemble du charbon qu'on consomme dans l'année. Eh bien, le résultat auquel j'arrive, c'est que ça coûte quelques pourcents de ce qu'on gagne. Quelques pourcents de ce qu'on gagne. Je vous montrerai un graphique dans pas très longtemps sur ce que ça coûte pour les Français d'acheter de l'énergie, et je vous assure que de payer Free, SFR ou Orange, pardon, je n'ai nommé personne, pour dire « Allô, je suis en retard ou t'es où ?», ça coûte globalement le même prix. À peu près le même prix. Ça coûte quelques pourcents de ce qu'on gagne. Et à partir du moment où un objet placé dans un débat économique représente quelques pourcents du débat, eh bien, à ce moment, le réflexe normal, ça va être de dire « je vais m'en occuper quelques pourcents du temps ». Et typiquement, ce que vous voyez à ce moment dans les débats politiques, c'est « je m'intéresse à l'énergie au moment des élections, quelques pourcents du temps, puis le reste du temps, je colle ça à quelqu'un à qui je délègue le problème en lui disant « démerdez-vous dans votre coin pour que ce truc-là soit géré, c'est pas vraiment mon problème, je vois pas le lien avec les retraites, avec la diplomatie, avec la politique économique ou avec le nombre d'imprimeurs qu'il y a dans le pays. » Il n'y a pas de lien. Donc je vais considérer que c'est un sujet détachable du reste qui nécessite quelques pourcents de mon temps. Alors ce que je vais vous dire à partir de maintenant, c'est que ce raisonnement est aussi pertinent que si je vous disais votre cervelle c'est 2% de votre poids, donc je peux vous la supprimer, c'est pas très grave, vous allez perdre 2% en efficacité. Donc les raisonnements en part de camembert, et ça c'est quelque chose qui est plus large que simplement l'énergie, les raisonnements en part de camembert ne vous disent jamais si les parts de camembert sont asservies les unes aux autres ou pas. Il y a un autre raisonnement cocasse de ce même type qui est de dire l'agriculture c'est 2% du PIB, donc on s'en fout, on peut la bazarder, ça n'a pas beaucoup d'importance. Bah oui, sauf que si vous arrêtez de manger, les 98% restants du PIB, assez rapidement, vont être problématiques. Donc les raisonnements en part de camembert, il faut toujours beaucoup se méfier sur le fait que ça ne représente pas la dépendance que vous pouvez avoir d'une part de camembert à une autre. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que en fait, la dépendance des 97 ou 98 ou 95% du PIB qui ne sont pas de l'achat d'énergie, en fait, dépendent totalement, à 100% dans le monde moderne, des 5% en question. Donc, l'énergie n'est pas une facture, même si, enfin, exactement, ça n'est pas qu'une facture, même si c'est comme ça qu'on raisonne dans le monde économique dans lequel nous vivons. Il y a une autre pensée qui vient souvent à l'esprit quand on parle d'énergie, c'est des gens qui vous disent « Ah, l'énergie, la bonne énergie, c'est celle qu'on économise ». Alors, deuxième chose que je vais vous montrer pendant ce cours, c'est que là, si vous êtes en ce moment dans cette salle avec le temps au choix de dormir pour ceux qui font la sieste ou d'écouter au lieu d'être en train de ramasser des patates, c'est précisément parce que le monde s'est gobergé d'énergie de façon croissante sur les 2 siècles qui viennent, de s'écouler, pardon. Donc en fait, le résultat du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde d'abondance énergétique croissante et pas du tout un monde d'économie d'énergie croissante. Donc en fait, la bonne énergie, au sens de celle qui a permis l'émergence de la civilisation industrielle dans laquelle on vit, c'est justement celle qu'on n'a pas économisée. Troisième sujet très à la mode en ce moment, c'est que l'énergie, c'est pas très grave de savoir ce que c'est. Ce qui est important, c'est que ça va devenir 100% renouvelable. Alors, vous allez voir que, en fait, c'est pas exactement comme ça que les choses se sont passées. Et en fait, la bonne manière d'approcher l'énergie pourrait être celle du poète, c'est-à-dire ce dont vous êtes rempli un matin où vous êtes en forme. Vous savez que quand vous êtes un matin où vous êtes en forme, vous êtes plein d'énergie, ou une après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous levez. Eh bien, en fait, cette manière de voir les choses, c'est la bonne. Parce que quand on considère qu'on est plein d'énergie, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on considère qu'on a une grande capacité à maîtriser son destin. J'ai beaucoup d'énergie, je suis très en forme, ça veut dire en gros, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur, et donc j'ai une grande capacité à maîtriser mon destin. Or, l'énergie, ce qu'on va voir à partir de maintenant, c'est qu'en avoir beaucoup, c'est précisément avoir une grande capacité à maîtriser son environnement. C'est ça par définition. Par définition, avoir beaucoup d'énergie, c'est avoir une grande capacité à maîtriser son environnement. Et pourquoi ça ? Parce que l'énergie, avant d'être une facture ou avant d'être un objet de débat, c'est une grandeur physique. Donc vous le savez, puisque vous avez fait un tout petit peu de physique pour arriver dans cet amphi. L'énergie, c'est une grandeur physique. Alors c'est assez rigolo du reste, parce qu'en physique, il n'y a pas de définition totalement univoque de l'énergie. Je vais vous en proposer une. Pour moi, l'énergie, c'est ce qui quantifie le changement d'état d'un système. D'accord ? Donc l'énergie, c'est ce qui quantifie, je dis bien quantifie, calcul, le changement d'état d'un système. Dit autrement, plus le monde qui vous entoure change,
plus il y a d'énergie qui est rentrée en jeu, plus il y a d'énergie qui rentre en jeu, plus le monde autour de vous se transforme. C'est aussi simple que ça. Alors si je ramène ça à des transformations de la vie courante, en voici quelques-unes, ou plus exactement à des objets qui transforment l'environnement dans la vie courante. Voici des objets qui transforment la température. C'est des objets qui sont destinés à changer une température, ce que je vous montre là, soit à réchauffer, soit à refroidir, et ces objets utilisent ou éventuellement restituent de l'énergie. Voici des objets à changer une vitesse. Une voiture, ça ne sert qu'à ça, ça sert à changer la vitesse de ce qui est contenu dans la voiture. Vous, éventuellement, et vos valises quand vous partez en vacances. Eh bien, un changement de vitesse, c'est un changement d'état d'un système. Voici des objets à changer une forme. Vous aviez de la terre est excavée, elle est posée à côté du trou, changement de forme. Vous aviez une tôle, la tôle est emboutie, et vous avez une portière de voiture, changement de forme. Ces machines utilisent de l'énergie. Vous avez de l'énergie qui intervient quand vous changez une composition chimique, et soit dit en passant, la première composition chimique qui change en permanence pour fournir de l'énergie dans votre univers proche, ça s'appelle votre digestion. Les aliments que vous mangez, en fait, ils servent à ça, ils servent à vous fournir de l'énergie. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand vous avez des champs magnétiques qui interagissent avec des courants électriques. Alors ça peut soit, entre guillemets, en consommer dans un moteur, soit, entre guillemets, en fournir dans un alternateur. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand vous réarrangez les nucléons d'un noyau. Et vous savez que le Soleil passe son temps à faire ça. C'est une grosse bombe thermonucléaire permanente qui passe son temps à assembler des noyaux d'hydrogène pour faire des noyaux d'hélium. Vous avez de l'énergie qui entre en jeu quand vous avez des interactions matière-rayonnement. Alors l'interaction matière-rayonnement qui vous intéresse le plus, c'est votre smartphone. Mais enfin, il n'y a pas que celle-là dans les interactions matière-rayonnement. Il y en a une qui va beaucoup vous intéresser, moi aussi, du reste, dans un mois et demi, représentée par cette jeune femme à droite. Donc d'une manière générale, utiliser de l'énergie, ça n'est rien d'autre que transformer le monde qui nous entoure. Et inversement, transformer le monde qui nous entoure suppose nécessairement qu'il y ait de l'énergie qui soit entrée en jeu. Alors, une fois que je vous ai dit ça, première petite remarque. L'homme est en transition énergétique. Vous savez qu'en ce moment, on a un ministère de la transition énergétique. Pas seulement un ministère de l'énergie, on a un ministère de la transition énergétique. Eh bien, le ministère de la transition énergétique est probablement le plus vieux ministère qui soit dans la communauté des hommes, puisque ça fait 500 000 ans que les hommes sont en transition énergétique. Il y a 500 000 ans, la seule énergie que les hommes pouvaient utiliser, c'était leur énergie corporelle. Et puis, ils se sont mis à domestiquer le feu, donc une première énergie extracorporelle. Dans l'Antiquité, on s'est mis à domestiquer toutes les énergies renouvelables et, soit dit en passant, même quelques énergies fossiles. Par exemple, le pétrole était connu des Sumériens, le charbon était connu des Chinois il y a quelques milliers d'années, etc. Alors, à des petites doses, tout ça. Et en fait, la révolution industrielle a été la domestication des énergies fossiles, on va y revenir. Et donc, la transition énergétique, c'est un état permanent des hommes. À chaque fois qu'ils arrivent à trouver la manière de se servir d'une nouvelle source d'énergie, ils le font. Ce qui caractérise l'ère moderne, et vous allez voir que ça la caractérise de manière extrêmement forte, et que c'est ça qui pose problème, c'est que nous avons radicalement changé d'ordre de grandeur dans tous ces processus en l'espace de très très peu de temps. Alors, l'énergie, je vous l'ai dit, c'est une grandeur physique. À partir du moment où j'ai dit que l'énergie était une grandeur physique, ça veut dire qu'il y a toutes les chances que l'énergie soit gouvernée par des lois que nous ne pouvons pas changer. C'est ça le charme des lois de la physique, c'est que vous pouvez comprendre ce que sont les équations de Maxwell, mais une fois que vous avez compris, vous ne pouvez pas les changer. Donc, vous ne pouvez pas dire, tiens, ça serait sympa pour le pouvoir d'achat des consommateurs qu'on change un peu les équations de Maxwell. Pas la peine d'essayer. Eh bien, en ce qui concerne l'énergie, vous avez quelques lois, pareil, qui s'appliquent à nous et qu'on ne peut pas changer. Alors, ce n'est pas pour autant qu'on n'essaye pas de les changer de temps en temps, implicitement, par des votes à l'Assemblée nationale, mais quand même, il vaut mieux les connaître. Donc, je vous l'ai dit, l'énergie, c'est ce qui quantifie la transformation de l'environnement. La première loi cardinale, qui est très simple à garder en mémoire en ce qui concerne l'énergie, que vous connaissez tous par cœur, évidemment, c'est le premier principe de la thermodynamique, ou loi de conservation de l'énergie. Alors, la loi de conservation de l'énergie appliquée aux hommes, elle a une conséquence qui est simplissime, c'est que les hommes ne peuvent rien faire d'autre que d'extraire de l'environnement une énergie qui existe déjà et s'en servir à leur profit. C'est tout ce que les hommes sont capables de faire. Si les hommes étaient capables de faire apparaître en leur sein de l'énergie sans communiquer avec l'extérieur, on violerait le premier principe de la thermo. Alors je suis sûr que dans un bon Harry Potter, on arrive à faire ça, mais dans le monde réel, c'est plus difficile.
Donc, toute énergie que nous utilisons, nous devons la trouver dans l'environnement. Toute. Une énergie qui se trouve dans l'environnement s'appelle une énergie primaire, dans le jargon des énergéticiens. D'accord ? Donc, quand vous voyez passer quelque part dans les statistiques, que je vous demanderai peut-être de regarder, le terme énergie primaire, ça veut dire qu'il s'agit de l'énergie telle qu'on la trouve dans l'environnement. Alors historiquement, il y a un autre terme qui est très fréquent dans l'énergie, on y reviendra dans quelques cours, qui est l'énergie finale. L'énergie finale, c'est celle qui passe le compteur du consommateur final. Alors le consommateur final, c'est qui? C'est vous, quand vous êtes chez vous et que vous avez un compteur de gaz ou un compteur d'électricité, ou que vous avez une cuve à fioul, c'est très mal, il faut le dire à personne, et un compteur sur le camion qui vous livre le fioul, ou bien quand vous êtes industriel, que vous avez un compteur parce que vous utilisez du gaz dans un four à verre, enfin voilà. Donc dès que vous êtes un consommateur final, particulier ou industriel, et que vous achetez une énergie qui va vous permettre de faire fonctionner une machine, ça s'appelle de l'énergie finale. L'énergie qu'on trouve dans l'environnement, elle, on l'appelle primaire. Et entre les deux, vous avez évidemment le système énergétique. Alors historiquement, la seule énergie primaire que les hommes savent utiliser, c'est la nourriture. Donc, et la chaleur du soleil. Il y en a deux. J'aurais dû mettre la chaleur du soleil aussi. Donc, historiquement, le seul convertisseur que les hommes ont à leur disposition, c'est eux-mêmes. Parce que pour utiliser de l'énergie, il faut un convertisseur, il faut rentrer ça dans quelque chose qui va la transformer. Donc, le seul convertisseur que les hommes possèdent, c'est eux-mêmes. Donc, ils mangent, ils se chauffent au soleil, et de ces énergies qu'ils absorbent ou qu'ils ingèrent, ils ressortent de la chaleur, beaucoup, du travail, un peu. Et puis après, au cours du temps, on a commencé à être capable de domestiquer d'autres convertisseurs. Alors, à part le bois, convertisseur très rustique, on s'est mis à domestiquer toutes les énergies renouvelables possibles. Alors, les énergies renouvelables, ça inclut, à l'époque, d'autres organismes vivants, parce que c'est tout à fait renouvelable. Les animaux de trait, c'est parfaitement renouvelable. Ça mange de l'herbe, parfaitement renouvelable. Et donc, ça vous fournit de l'énergie, parfaitement renouvelable. On a également domestiqué le vent et l'eau, au travers des moulins. L'Europe antique était couverte de moulins, à eau puis à vent. Et donc, il faut bien voir que les énergies renouvelables, ce n'est pas l'avenir, c'est le passé. Alors, pas au sens où il n'y a rien à en attendre à l'avenir. Ce que je veux dire, c'est que les énergies renouvelables, c'était notre quotidien il y a quelques siècles. Donc un monde 100% ENR, je sais très bien à quoi ça ressemble. J'ai au moins un point d'échantillonnage. C'est le monde il y a 3 siècles. Celui-là, il est 100% ENR, ça marche très bien. Donc un monde avec 1 milliard de bonshommes sur Terre, 30 ans d'espérance, 40 ans d'espérance de vie à la naissance, et les 2 tiers de la population dans les champs, ça, je sais que ça marche en 100% ENR. Il n'y a aucun problème, puisqu'on l'a fait une fois. Évidemment, le débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on arrive à faire la civilisation avec les ingénieurs à mine ParisTech et toutes les machines qu'on utilise aujourd'hui avec 100% ENR. On y reviendra plus tard. Et puis, il y a 2 siècles, il y a quelques ingénieurs géniaux et quelques physiciens géniaux qui ont dit on pourrait se servir d'autres convertisseurs, de convertisseurs qui sont, eux, non renouvelables, en l'occurrence qui sont des machines faites de métal, et on va leur donner à manger une énergie qu'on ne sait pas encore utiliser à large échelle aujourd'hui, qui s'appelle les combustibles fossiles. Donc là, je vous résume en une planche ce qu'a été l'histoire énergétique des hommes. D'abord, le convertisseur, c'est nous. Ensuite, c'est d'autres organismes vivants. Il y a eu les esclaves dedans aussi. Ensuite, les énergies renouvelables. Et in fine, des machines en métal avec les combustibles fossiles. Et donc, ce que je suis en train de vous dire également, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. C'est qu'en fait, on ne consomme pas de l'énergie à part ce que vous mangez. Donc quand vous voyez quelque part consommation d'énergie, c'est un terme impropre, parce que, sauf erreur de ma part, et je ne pense pas que vous ayez jamais bu du pétrole, enfin, s'il y en a un qui a déjà fait ça ici qui me dise, mais normalement non, je ne pense pas que vous ayez jamais mangé du charbon, or celui qui sert pour les flatulences, et vous n'avez pas respiré du gaz, en tout cas pas du méthane, celui qui donne la voix de Mickey peut-être. Donc nous ne consommons pas l'énergie avec notre propre organisme. En fait, quand on dit qu'on consomme de l'énergie, c'est un terme impropre, mais c'est un terme impropre qui induit une illusion d'optique qui est extrêmement forte. Consommer de l'énergie, en fait, c'est domestiquer une machine. Donc, partout où vous allez voir consommation d'énergie, y compris dans mes planches, parce que de temps en temps j'utilise ce raccourci, même si j'essaye de ne pas, vous barrez et vous remplacez par utilisation de machine. Et partout où vous voyez qu'on consomme de plus en plus d'énergie, vous barrez et vous remplacez par nous utilisons de plus en plus de machines. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en fait, la quantité croissante d'énergie que nous utilisons, ça n'est rien d'autre que la manière d'augmenter à due proportion l'énorme exosquelette mécanique que nous avons créé à notre profit. C'est ça, l'énergie.
Et ce monde de machines, c'est le monde dans lequel vous vivez. Alors, sauf erreur de ma part aussi, et la morale et la température font que vous venez dans cette classe habillé. Si vous êtes habillé, c'est que vous avez enfilé un vêtement à un moment ou à un autre. Alors, enfiler un vêtement, ça prend très exactement, même si vous êtes extrêmement maladroit, quelques secondes. Dans le noir, mal réveillé, après l'ingestion de substances que je ne nommerai pas, peut-être quelques dizaines de secondes, mais jamais beaucoup plus. Bon. Quelques secondes. Eh bien, en quelques secondes, vous avez mobilisé à votre profit des milliers de machines, sans vous en être rendu compte. Mais vous avez mobilisé à votre profit des milliers de machines. Vous avez commencé par mobiliser à votre profit toutes ces machines agricoles, si vous avez un vêtement en textile dit naturel, du coton, du lin, etc. Vous avez commencé par mobiliser à votre profit toutes les machines agricoles qui ont semé, récolté, éventuellement traité le coton. Vous avez, si vous utilisez une fibre textile synthétique, donc tout ce qui est polymachin chouette, nylon, etc., tout ça, ça vient du pétrole. Donc si vous enfilez un sous-vêtement qui comporte des fibres synthétiques ou un t-shirt qui comporte des fibres synthétiques, eh bien vous avez enfilé un bout de plateforme pétrolière, plus un bout de vapocraqueur, plus un bout de raffinerie. Ces petites bêtes à 5 milliards de pièces là, que vous voyez sur cette image. Si vous avez autre chose qu'un tissu écru, il a été teint, il a donc fallu fabriquer les teintures, donc vous avez de l'industrie chimique qui a fonctionné en amont, puis vous avez des machines qui ont... pardon, il a fallu tisser les fibres, excusez-moi, d'abord je commence par le... Donc ça, c'est à nouveau des machines mécaniques. Il a fallu teindre, donc ça c'est de l'industrie chimique. Il a fallu transporter, parce qu'évidemment, ce n'est pas à l'endroit où vous faites pousser le coton que vous le tissez, que vous le teignez, etc. Donc vous avez des machines qui sont intervenues à toutes les étapes intermédiaires de la chaîne, qui s'appellent des camions, des trains, des avions. Il a fallu fabriquer les boîtes dans lesquelles on installe les raffineries, dans lesquelles on installe les usines chimiques, etc. Donc vous avez également ces machines-là qui sont entrées en action. Il a fallu que des centrales électriques alimentent une partie du processus. Donc ces machines-là également sont rentrées en action. Bref, un truc totalement anodin qu'on fait comme on respire, qui s'appelle enfiler un vêtement, eh ben, vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a une armée de machines qui ont travaillé pour vous, rien qu'avec ce geste tout simple. Alors après, vous êtes habillés, ceux qui ont une hygiène correcte vont se laver les dents, enfin après le petit déjeuner. À nouveau, c'est pareil, se laver les dents, c'est quelque chose où voilà, ça vous prend 3 minutes si vous suivez les conseils du médecin, 1 minute si vous êtes pressé. Vous avez de nouveau utilisé des quantités considérables de machines simplement pour faire ce geste. Vous avez ici une photo d'une usine chimique qu'il y a dans le nord de la France, qui appartient au groupe familial Roquette, et qui a fabriqué un sucre qu'on trouve dans le dentifrice qui s'appelle du sorbitol. Alors, vous savez que le sucre, ça donne des caries. Donc, si on met dans le dentifrice du sucre qui donne des caries, c'est quand même un peu ballot. Donc, il se trouve que le sucre qu'on met dans le dentifrice pour qu'il ait un goût un peu sympathique est un sucre qui ne donne pas de caries. C'est une molécule qui est différente. Et en fait, c'est une des quelques centaines de molécules que vous allez sortir d'une usine qui s'appelle une amidonnerie, dans laquelle vous rentrez un train complet de wagons chargés de maïs tous les jours et vous en ressortez des centaines de produits chimiques différents. Voilà. Et sur site, il y a quelques milliers de personnes qui travaillent. C'est une usine qui tourne en 3/8. Hein. C'est une des plus grosses usines chimiques de France. Ensuite, vous avez votre tube qui est en plastique. Non, maintenant, il n'y a plus tellement de tubes en métal, donc en plastique. À nouveau, plateforme pétrolière, raffinerie, vapocraqueur, etc. Votre tube en plastique, il n'apparaît pas par l'opération du Saint-Esprit, à partir du plastique, donc il faut un extrudeur que vous voyez ici. Vous lavez les dents devant une glace parce que sinon vous faites des taches partout, donc il a fallu faire la glace. Ici, vous avez un train flotte qui fait la glace. À nouveau, vous avez besoin des boîtes, des camions, etc. Et puis vous lavez les dents avec de l'eau purifiée, et voilà par exemple un appareil à purifier l'eau. Donc à nouveau, une armée de machines qui ont travaillé pour un geste du quotidien qui s'appelle se laver les dents. Bon, j'en viens à l'objet le plus important de votre vie, votre téléphone. Eh bien, c'est pareil, quand vous passez un coup de fil, vous avez mobilisé à votre profit une armée de machines. Il a fallu fabriquer des plastiques pour le téléphone, fabriquer de l'eau purifiée, donc vous avez déjà tout ce que je veux dire. Il faut fabriquer de l'acier pour les supports d'antenne. Vous avez 40 métaux différents dans un smartphone. 40, certains présents à des concentrations extrêmement faibles, hein, mais plusieurs dizaines. Donc c'est autant d'activités minières à droite et à gauche, donc autant d'engins de mine, etc. Dans un réseau télécom qui permet de faire fonctionner le smartphone, parce que si vous êtes le seul à avoir un smartphone et que les autres n'en ont pas, ça ne sert pas à grand-chose, enfin si, à jouer à la chenille, là. Mais sinon, il faut pouvoir communiquer avec les autres, donc il faut un réseau.
Voilà par exemple un engin à passer des câbles pour faire le réseau, etc., etc. Donc passer un coup de fil, c'est aussi quelque chose qui va mobiliser des milliers de machines pour toutes les étapes intermédiaires de construction et de fonctionnement du dispositif. Donc je le redis, aujourd'hui nous vivons dans un monde de machines et toutes ces machines, sans exception, utilisent de l'énergie. Toutes. Et vous comprenez bien, pour renverser le raisonnement que je vous ai montré tout à l'heure sur ces 3%, donc ça n'a pas d'importance, que si vous privez instantanément le monde d'énergie, ce n'est pas 3% du PIB que vous allez perdre. C'est assez simple à comprendre. Hein. Vous n'avez plus un transport qui fonctionne, vous n'avez plus de banques, plus de réseaux d'eau, plus d'hôpitaux, plus de transport quel qu'il soit, puisque vous n'avez plus d'énergie. Donc vous mourrez de faim, vous mourrez de froid et vous vous entretuez. En gros, c'est ça qui se passe si demain matin, instantanément, on prive le monde d'énergie. Donc la totalité du monde moderne en dépend. Et que ça coûte 1% ou 100% de ce que vous gagnez, ce n'est pas tellement le sujet. Enfin, c'est un sujet, mais c'est loin d'être le seul sujet. À partir de maintenant, on va rentrer dans un certain nombre d'éléments quantitatifs. Alors, quand on compte l'énergie, vous savez que quand on vous donne un exercice pour rentrer aux mines, en général, l'unité qu'on vous autorise est la seule, c'est le joule. Moi, je vais très peu m'en servir parce que si j'exprimais en joules les grandeurs qu'on va aborder à partir de maintenant, il y aurait tellement de zéros sur la slide que vous prendriez trop de temps à la regarder. Donc, souvent, on va utiliser des énergies qui sont un peu différentes que les joules parce que ça permet d'éviter les gigas et les mégas et ça permet d'avoir des choses plus petites. Alors déjà, la première manière qu'on a de supprimer 6 zéros au joule, c'est de passer au kilowattheure. Et le kilowattheure a un avantage, c'est que c'est ça qui figure sur les factures, même si l'énergie n'est pas qu'une facture. Ça permet également de se rapprocher de choses qui sont plus familières dans les discussions du quotidien. Un Français aujourd'hui utilise, tous usages confondus, importation comprise, c'est-à-dire y compris l'énergie qui a été utilisée hors de France pour faire fonctionner les machines qui alimentent sa consommation en France, parce que, par exemple, pour reprendre votre smartphone de tout à l'heure, il est made in ailleurs en totalité. Eh bien, ça se balade aux alentours de 60 000 kWh par an. En ce qui concerne les énergéticiens, ils ont une unité qu'ils aiment bien également, qui leur permet encore de gagner 4 zéros, qui est la tonne équivalent pétrole. Alors, la tonne équivalent pétrole a une définition très simple, c'est l'équivalent de l'énergie libérée par la combustion d'une tonne de pétrole. Alors, une tonne de pétrole n'a pas toujours la même énergie de combustion, ça dépend de la nature du pétrole. C'est pour ça qu'on ajoute en général deux qualités moyennes. Et ça vaut à peu près 11 600 kWh. Vous aurez de temps en temps dans l'énergie également des unités qui sont amenées par les anglo-saxons, notamment les Américains, et vous savez que les unités américaines sont assez rarement compatibles avec le système métrique. Voilà, donc la tonne équivalent pétrole, ça s'inscrit dans ce grand ensemble. Voilà, j'utiliserai un tout petit peu l'électronvolt, pas souvent. Et enfin, j'utiliserai également l'équivalent esclave. Alors l'équivalent esclave, c'est à peu près 100 kWh d'énergie mécanique, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Qui a déjà fait ça dans cet amphi? Ah, pas plus? Ou les autres sont timides? Bon. Qui est déjà monté à pied sur la tour Eiffel? Ah, bah voilà, c'est déjà mieux. Bon. Alors, il va imaginer que pour quelques raisons qui vous intéressent, vous décidiez de faire dans la journée 6,3 fois l'ascension de la tour Eiffel. Qui a déjà fait 6,3 fois l'ascension de la tour Eiffel? Ah, voilà. Il y en a un, c'est bien. C'était pour épater les Japonais ou non? C'était pour une autre raison? Alors, si vous faites 6,3 fois l'ascension de la tour Eiffel dans la journée, la tour Eiffel faisant un peu plus de 300 mètres, vous allez faire de l'ordre de 2000 mètres de dénivelé dans la journée. Il faudrait 6,6 si elle fait 300, mais je crois qu'elle fait un peu plus. Ce faisant, vous allez en général utiliser vos jambes, puisqu'utiliser ses bras, c'est plus dur. Eh bien, l'énergie mécanique que vous allez restituer avec un effort de cette nature, qui n'est quand même pas un effort totalement marginal pour n'importe qui,
C'est E égale mgh que j'utilise, donc c'est extrêmement simple. Eh bien, en fait, c'est un ridicule demi-kilowattheure sur une journée. Donc un homme au travail qui utilise ses jambes pour alimenter un dispositif mécanique, quel qu'il soit, comme Charlton Heston là, qui pédale dans le soleil vert, eh bien, à la fin de la journée, il aura été capable de restituer de l'ordre ou de fournir de l'ordre d'un demi-kilowattheure d'énergie mécanique. Si vous imaginez que cet homme au travail fournit cet effort un jour sur deux, ce qui est une autre manière de dire que vous montez 3 fois la tour Eiffel tous les matins, eh bien, à la fin de l'année, vos jambes auront fourni une centaine de kilowattheures d'énergie mécanique. Donc, sur une année de travail, la carcasse d'un homme, raisonnablement entraîné, est capable de fournir de l'ordre d'une centaine de kilowattheures d'énergie mécanique s'il utilise ses jambes. Si vous utilisez vos bras, et soit dit en passant un peu le dos également, et une pelle, c'est plus difficile à main nue, et que vous décaissez 6 mètres cubes de terre, c'est-à-dire à peu près 15 tonnes de terre dans une journée, eh bien, outre des ampoules, vous aurez fourni 0,05 kWh d'énergie mécanique, c'est-à-dire que vous êtes encore 10 fois plus ridicule, entre guillemets, que la personne qui a monté 3 fois la tour Eiffel avec ses jambes. Donc, une paire de bras au travail, dans la journée, c'est 0,05 kWh. Une paire de bras au travail sur l'année, c'est une dizaine de kilowattheures d'énergie mécanique. Si vous faites brûler 1 litre d'essence, qui coûte le prix scandaleusement élevé de 1,60 €, ce qui justifie qu'on trouve que c'est trop cher, eh bien vous allez obtenir 10 kWh d'énergie thermique. Et si vous voulez avoir une comparaison stricte, évidemment, il faut faire passer ça dans une machine qui va convertir cette énergie thermique en énergie mécanique. Et même avec les meilleurs ingénieurs du monde, pour faire des voitures, qui, paraît-il, sortent d'ici, eh bien, vous allez obtenir 2 à 4 kWh d'énergie mécanique. Pas plus. Ça ne dépend pas de l'ingénieur, les 2 à 4. Ça dépend en fait de la manière dont la voiture fonctionne, si elle est proche de son rendement optimal ou pas. Eh bien, donc si elle est à 2, c'est de la faute du conducteur, ce n'est pas la vôtre. Donc vous allez obtenir 2 à 4 kWh d'énergie mécanique, c'est-à-dire que dans un seul litre d'essence, dont on verra dans pas longtemps que les Français en consomment encore, entre guillemets, pas loin de 1000 litres par an, eh bien, vous avez le même contenu en travail, la même capacité à changer l'environnement que dans 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain. Donc je vous le redis autrement, quand vous utilisez une machine qui consomme 1 litre d'essence, vous êtes capable de modifier l'environnement, c'est-à-dire de fournir du travail, au même niveau que 10 à 100 êtres humains qui utiliseraient soit leurs jambes, soit leurs bras. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du différentiel que vous avez entre l'énergie qu'on utilise via la machine et notre propre corps. Si on convertit tout ça en argent, une autre façon de dire la même chose, c'est que le kilowattheure d'énergie mécanique, si je paye un homme au travail pour le fournir, je vais le payer de quelques centaines à quelques milliers d'euros, alors qu'en face, la machine au travail me fournit le même service pour un coût marginal, je n'ai pas mis la machine là-dedans, de l'ordre de quelques dizaines de centimes. Donc, quand je passe de l'homme au travail à la machine au travail, hors coût de la machine, eh bien, j'ai divisé le coût d'une transformation unitaire de l'environnement par un facteur de quelques centaines à quelques milliers. La raison pour laquelle on mécanise tout ce qu'on peut dans le monde économique, elle est là. Donc, dès que vous pouvez remplacer un garçon d'étage par un robot, vous le faites. Dès que vous pouvez remplacer un ouvrier monteur sur une chaîne par un robot, vous le faites. Dès que vous pouvez mécaniser n'importe quoi, un agriculteur, le remplacer par un tracteur, vous allez toujours le faire à cause de cette différence absolument considérable de prix entre le travail humain et l'énergie. C'est la raison pour laquelle on a toujours cherché, depuis qu'on a des machines efficaces, à remplacer les hommes par des machines. Ça a même joué pour le remplacement des esclaves. Si vous prenez un esclave, ce qui en général n'est pas une vocation de jeunesse, eh bien, cet esclave, pour le faire travailler, vous allez devoir aller le chercher contre sa volonté. Il faut payer de l'argent. Je vous rappelle qu'il y a eu une époque où il y avait une traite des esclaves, ce qui était un business. Enfin, voilà, c'est tout à fait immoral au regard des critères actuels, mais en attendant, c'était quand même fait pour des raisons économiques. Il faut l'empêcher de vous trucider, il faut l'empêcher de ficher le camp, il faut le nourrir, etc. Et quand vous regardez ce que ça coûte d'obtenir le travail d'un esclave, eh bien, vous vous rendez compte que même ça,
ça va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que la machine qui n'a rien contre sa condition de machine, qui ne cherche pas à foutre le camp et qui ne se met pas en grève et qui travaille H24. Donc la raison pour laquelle l'esclavagisme a disparu dans les sociétés qui ont eu accès à l'énergie, c'est pas parce qu'on est devenu soudainement, c'est pas parce qu'on a changé de code génétique, donc je vais faire une toute petite incursion dans le cours auquel vous n'êtes pas allé pour certains d'entre vous, c'est pas parce que notre code génétique a changé, notre code génétique est très exactement le même que celui qu'avaient nos ancêtres il y a 2 ou 3 siècles, simplement il n'y a plus d'incitation à faire des choses que nous faisions à l'époque, parce qu'on a trouvé beaucoup mieux et beaucoup moins enquiquinant pour faire la même chose. Hein. Donc ce qui a libéré les esclaves, c'est le pétrole, en gros. À ce stade, il y a quelques premières conclusions que je vous propose, que je vous rappelle. Donc je vous rappelle que d'utiliser de l'énergie suppose que l'énergie existe déjà dans l'environnement. Donc quand dans un débat, vous voyez des gens qui vous disent on pourrait utiliser l'hydrogène, de l'hydrogène dans l'environnement, il y a un endroit où il y en a beaucoup, ça s'appelle le Soleil, c'est pas très commode d'aller le chercher. Le reste, il est partout sous forme liée, dans de l'eau, il y en a plein. Vous en avez plein dans la vie, etc. Mais partout, il est sous forme liée, donc il n'est pas disponible en tant que source d'énergie. La molécule est disponible, l'énergie non. Hein? Il faut casser les liaisons, donc par exemple électrolyser de l'eau, et pour ça, vous avez besoin de plus d'énergie que l'énergie que vous récupérez dans la combustion de l'hydrogène. Hein? Donc l'hydrogène n'est pas une source d'énergie primaire. Quand on vous dit on pourrait utiliser la pile à combustible, bah ouais, enfin c'est un moteur, la pile à combustible, c'est pas une source d'énergie. Donc, ce qu'on doit comparer aux énergies primaires qu'on utilise aujourd'hui, c'est d'autres énergies primaires, c'est-à-dire des choses qu'on peut trouver dans l'environnement et qui sont utilisables telles que dans l'environnement. Hein? Le reste n'est pas accessible. Comme l'énergie quantifie la transformation, vous n'avez pas d'énergie verte, ou soi-disant passant pas d'énergie rose, pas plus que d'énergie noire. En fait, choisir une énergie, c'est choisir un type de transformation et c'est choisir des avantages et des contreparties. Toute énergie est sale si vous l'amenez à un niveau suffisant d'utilisation, n'importe laquelle. Le jour où vous couvrez la totalité de la planète de panneaux photovoltaïques, ça cesse d'être propre. Donc, une énergie propre, en général, quand vous regardez les chiffres, vous vous rendez compte que c'est une énergie qui est utilisée en quantité suffisamment minime pour que ses inconvénients le soient également. En général, c'est ça, une énergie propre. Dès que l'énergie commence à être utilisée en quantité massive, quel que soit le mode d'extraction de l'environnement, il y a des inconvénients. Et choisir une énergie, c'est arbitrer entre les inconvénients dont on a envie et ceux dont on n'a pas envie. Hein, c'est ça le sujet. Quelque chose qui est absolument essentiel, je vais y revenir plusieurs fois pendant ce premier module de cours, c'est que l'énergie, je ne parle pas de ce qui permet de l'extraire de l'environnement, l'énergie est gratuite. Alors, vous savez que vous avez tous entendu, le vent c'est gratuit, le soleil c'est gratuit, donc il n'y a pas de raison de ne pas s'en servir. De fait, le vent et le soleil sont gratuits. Personne dans cette salle n'a payé le moindre centime pour que le soleil existe ou pour que le vent existe. Mais personne dans cette salle non plus n'a payé le moindre centime pour que le pétrole existe. Le pétrole est gratuit. Ce qui est payant, c'est le consentement à s'en défaire de la personne qui a la chance d'être assise dessus. Ça, c'est payant. Et ce qui est payant, c'est le travail des quelques-uns d'entre vous qui iront chez Total, c'est très mal, ne le dites à personne, pour aller faire des trous dans la terre et faire sortir le pétrole. Ça, c'est payant. Le pétrole est gratuit. C'est gratuit. Donc, quand on paye l'énergie, tout ce qu'on paye, c'est du travail humain et des rentes humaines pour accéder à une énergie qui, elle, est gratuite. On ne paye que des hommes, et du reste, l'argent ne sert à payer que des hommes. Vous n'avez jamais vu la nature envoyer une facture à qui que ce soit. Donc on ne paye que des hommes. Comme l'énergie, c'est de la physique, et comme ce que vous payez, ça n'est pas l'énergie elle-même, mais le travail qu'il faut consacrer à son extraction de l'environnement, le prix d'une énergie ne dépend pas de l'abondance de l'énergie, parce qu'on pourrait se dire si l'énergie est très abondante, du coup elle est encore plus gratuite que les autres. En fait, ce n'est pas ça qui compte. Si une énergie est très abondante, elle peut quand même être très difficile à extraire de l'environnement. Vous savez, il y a une énergie qui est totalement surabondante dans l'univers, c'est le rayonnement à 3 degrés Kelvin
dans le vide. Et ça, je peux vous dire que vous n'en ferez jamais rien. Et pourtant, il y en a des quantités absolument considérables. Donc le fait qu'il y ait des quantités absolument considérables d'énergie, ça ne nous dit rien sur la facilité à l'extraire pour s'en servir à notre profit. Ce qui va compter pour le coût de l'énergie, c'est-à-dire la facilité qu'il y a à l'extraire et à l'utiliser à notre profit, c'est le fait que la source d'énergie préexistante dans l'environnement soit déjà très concentrée et avec peu de barrières nous séparant de l'accès à cette source. Et alors l'archétype de ce truc-là, c'est le pétrole. Le pétrole, c'est hyper concentré, c'est l'énergie, à part le nucléaire, mais l'énergie nucléaire est plus compliqué à utiliser, c'est hyper concentré, et les barrières qui nous séparent de son accès ne sont pas très dures à franchir, historiquement. Monsieur Drac, il est allé faire 3 trous à Titusville, et le pétrole jaillit. D'accord ? Donc, ce n'est pas très compliqué, historiquement, de faire sortir du pétrole. Plus une énergie est séparée de nous par des grandes barrières, et plus elle est diffuse, plus elle coûtera cher à extraire de l'environnement. C'est juste de la physique. Et alors je vais vous le montrer avec une petite comparaison rapide. Imaginons que je prenne le volume d'air de cette salle, qui n'est pas très très loin en ordre de grandeur de représenter un cube de 10 mètres de côté. Imaginons que je le fasse souffler à 80 km/h, ce qui représente au choix pour les méridionaux un bon Mistral ou pour les marins 45 nœuds de vent. Et je fais passer ça dans une éolienne. Si je fais passer dans une éolienne ce vent, ça va me mettre mon éolienne en action et me fournir de l'électricité. Donc cette électricité est une énergie, je peux la compter. Eh bien, la quantité d'électricité que je récupère avec 1000 m3 d'air à 80 km/h qui passe dans l'éolienne, c'est la même que la quantité d'énergie que je récupère en faisant brûler 3 millilitres de pétrole. 3. Pas 3 tonnes, pas 3 litres, pas 30 litres, 3 millilitres. 3 tout petits millilitres. En ce qui concerne la quantité de travail humain à investir, à votre avis, est-ce que c'est plus simple d'aller faire un trou dans le désert saoudien et de faire sortir 3 millilitres de pétrole, ou est-ce que c'est plus simple de construire une éolienne, d'attendre que le vent souffle et de récupérer l'électricité qui en sort? Eh bien la réponse est dans les prix, puisque l'argent ne paye que les hommes. Si vous utilisez une éolienne, vous allez en Europe, payer votre kilowattheure d'électricité de 6 à 8 centimes en sortie d'éolienne, et à ce prix-là, il y a court quand il y a du vent. Quand il n'y a pas de vent, le vidéoprojecteur ne fonctionne pas. Bon, alors je peux gueuler un peu fort, il n'y a pas de micro, c'est pas grave. Je peux faire avec les mains, sans vidéoprojecteur. Mais par contre, pour tous ceux d'entre vous qui sont venus en métro, il n'y a pas de métro non plus, qui est un peu plus enquiquinant. Il n'y a pas non plus de soirée ce soir, si le vent ne souffle pas. Ça commence à devenir vraiment, vraiment enquiquinant. Il n'y a pas de réveil demain matin, enfin, si les marches à l'électricité. Voilà, il y a le frigo, on peut pas refroidir les bières, enfin, c'est une catastrophe. Donc, s'il n'y a pas de vent, le système s'arrête. Si vous voulez que le système ne s'arrête pas quand il n'y a pas de vent, vous devez rajouter le coût du stockage. Et alors, à ce moment, vous multipliez en gros par 3, des fois par 6. Donc, l'ordre de grandeur du kilowattheure stocké avec du vent, c'est quelques dizaines de centimes. En face de ça, l'ordre de grandeur du coût du kilowattheure déjà stocké, puisque quand vous sortez votre pétrole du sol, c'est déjà un stock. À ce moment-là, vous pouvez déjà vous en servir aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine ou à 3 heures du matin, exactement comme ça vous chante. Eh bien, ce kilowattheure de pétrole déjà stocké, sorti du désert saoudien, il vaut 0,3 centimes. Donc, entre le coût d'un kilowattheure extrait du vent, source diffuse, c'est pas dense, l'air, 1,2 kg par mètre cube, c'est vraiment pas dense, et le coût du kilowattheure sorti d'un puits de pétrole saoudien, eh bien, vous avez un facteur de l'ordre d'une centaine sur le coût de mise à disposition d'un kilowattheure stocké. Et encore, là, l'éolienne, vous l'avez elle-même fabriquée avec du pétrole. Le système n'est pas bouclé. C'est-à-dire que pour fabriquer l'éolienne, vous avez bénéficié d'un système industriel très performant qui vous a fait l'extraction du cuivre de la mine, l'extraction de la bauxite de la mine, l'extraction du minerai de fer de la mine, la métallurgie amont, l'assemblage de tout ce bastringue, le transport, le plot en béton pour l'ériger, etc. Donc tout ça a été fait avec des combustibles fossiles. Si vous deviez faire tout ça avec d'autres éoliennes, ce n'est pas complètement sûr que le prix de l'éolien serait toujours de 6 à 8 centimes le kilowattheure. On peut prendre les paris. Mon pari, c'est que ça vaudrait un peu plus cher. Donc même en faisant l'éolienne avec des combustibles fossiles, eh bien, vous vous rendez compte que vous avez un facteur de quelques dizaines à une centaine entre un kilowattheure sorti du vent et un kilowattheure sorti d'un puits de pétrole facile.
Et ça, c'est irrémédiable parce que c'est de la physique. Donc, c'est pour cette raison que, historiquement, nous ne sommes pas passés des combustibles fossiles aux énergies renouvelables, mais nous avons fait l'exact inverse. Il y a 2 siècles, la marine était 100% renouvelable. Et du reste, comme le vent ne souffle pas toujours, il fallait embarquer des citrons pour être sûr que les marins n'attrapent pas le scorbut. On s'est dit que quand même, pour vous amener le t-shirt chez Zara rapidement, parce que le t-shirt n'est pas fabriqué en France, c'est quand même vachement mieux d'avoir une marine 100% fossile, c'est beaucoup plus efficace et ça va beaucoup plus vite. Nous avions un système de transport 100% renouvelable il y a quelques siècles et on s'est dit que quand même pour alimenter l'école des mines pour le repas du midi, c'est pas terrible, il vaut beaucoup mieux avoir des transports 100% fossiles, ça marche mieux. On avait une agriculture 100% renouvelable et on s'est dit quand même, pour avoir une agriculture très productive et que les enfants des paysans puissent aller faire des études, c'est pas terrible, il vaut beaucoup mieux avoir une agriculture 100% fossile. On avait des travaux publics 100% renouvelables, c'est avec ça que les Romains ont construit les voies romaines, c'était pas très rapide. Pour faire 1 million de kilomètres de route en France, c'est quand même beaucoup plus rapide d'utiliser des engins comme ça va beaucoup plus vite. Nous avions une industrie de la construction 100% renouvelable, 1 siècle pour faire Notre-Dame. Alors maintenant, ça va aller un peu plus vite pour refaire la toiture, mais voilà. Et probablement quelques siècles pour faire les pyramides, c'était pas très efficace. Pour faire la tour des Deux à la Défense, c'est beaucoup mieux d'utiliser des combustibles fossiles, ça va beaucoup plus vite. Nous avions une industrie 100% renouvelable. À nouveau, ce n'était pas très efficace. Pour faire tous les objets que vous avez sur vous à bas coût, ça ne marche pas bien. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir une industrie 100% fossile. Et nous avions des séchoirs à luzerne 100% renouvelables, c'est-à-dire le soleil, et c'est quand même pas très efficace. Il vaut beaucoup mieux avoir des séchoirs à luzerne qui marchent au gaz, ça va plus vite. Donc ça fait 2 siècles, précisément parce que les caractéristiques physiques des énergies fossiles sont supérieures aux caractéristiques physiques des énergies renouvelables, que l'homme, qui est un animal accumulatif, a passé son temps à passer des énergies renouvelables aux énergies fossiles pour être capable d'accumuler plus vite. C'est exactement pour ça qu'on a fait ce chemin-là. Et donc, quand vous voyez ça, vous vous dites que de faire le chemin inverse, comme ça, là, simplement parce que la promesse politique, c'est qu'on va y arriver, sans qu'on touche au niveau de vie des gens, rien qu'en voyant ça, vous vous dites « Ah, en est-on totalement sûr ? Est-ce que je signe avec toutes mes économies, plus celles de mes parents, plus celles à venir de mes grands-parents, sur le fait que ça va marcher ?» Incidemment, quand vous avez un doute sur quelque chose, c'est une très bonne question à vous poser. C'est-à-dire, est-ce que je serais d'accord pour parier la totalité des économies de mes parents sur ce que je suis en train d'affirmer ? Voilà, fin de la parenthèse. Si vous avez un tout petit doute sur le fait que la réponse ne soit pas oui, c'est qu'en gros, vous n'êtes pas totalement convaincu par l'argument ou par ce qu'on est en train de vous raconter. Donc, les énergies renouvelables, on connaît très très bien, c'est le monde dont l'humanité sort. J'insiste, hein. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas y retourner. Je suis juste en train de vous préparer à la conclusion qui est qu'on n'y retournera sûrement pas à consommation constante. Sûrement pas. Avec 7 milliards de bonshommes sur Terre. Donc voilà nos convertisseurs des temps anciens. Alors c'était tout à fait immoral, c'était pas du tout efficace. Voilà, vous voyez, pas du tout efficace. Par contre, c'était tout à fait renouvelable. Et nous sommes passés maintenant à des convertisseurs des temps modernes qui sont beaucoup plus efficaces, à n'en point douter. Alors si je ne parle pas énergie mais que je parle puissance maintenant, eh bien vous voyez, un homme au travail dont je vous ai dit tout à l'heure, en une journée de labeur, il peut faire entre 0,05 et 0,5 kWh. Si vous rapportez ça à 5 heures de travail, en fait c'est 10 mais peu importe, vous voyez que ça veut dire que sa puissance moyenne sur cette durée se balade quelque part entre 10 et 100 watts. Je prends un tracteur. Un tracteur ordinaire, aujourd'hui, a une puissance de quelques dizaines de kilowatts. Un tracteur, ça a la même puissance, soit dit en passant, qu'un engin de chantier qui fait une centaine de kilowatts. Si un jour vous êtes un peu curieux, la prochaine fois que vous passez à côté d'un chantier, sur tous les engins de chantier, vous avez une petite plaque qui vous donne la puissance du moteur qui est planquée quelque part, ou sous la partie pivotante, enfin voilà, c'est pas très compliqué à localiser. Allez regarder par curiosité, vous verrez la puissance de l'engin, c'est quelques dizaines de kilowatts jusqu'à 100 kilowatts pour une grosse pelle. Si vous substituez des jambes, quelques centaines. Si vous substituez des bras, quelques milliers. Donc les deux engins que vous avez là sont capables, pour le tracteur, de substituer quelques centaines de paires de jambes ou quelques dizaines d'animaux de trait. Et pour l'engin de travaux publics ou l'engin de construction, quelques milliers de paires de bras. C'est grâce à ça qu'on a pu augmenter la productivité d'un agriculteur par quelques centaines. Parce qu'il ne lui a pas poussé des centaines de bras et des centaines de jambes comme à Shiva, l'agriculteur. On l'a simplement doté d'un exosquelette.
Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on peut construire une maison, ça, plus tout un tas d'autres machines, des cimenteries, des camions, etc., qu'on peut aujourd'hui construire une maison pour le coût de quelques années de salaire, chose qui était totalement impensable pour un habitant des temps anciens. Hein, jusqu'à il y a 2 ou 3 siècles, c'était juste impensable que quelqu'un se fasse construire sa maison pour quelques années de salaire. Ça n'existait pas. Un camion pédale comme quelques milliers de fois les jambes du conducteur. Un avion, grâce aux jeunes et beaux pilotes bien payés, pédale comme 1 million de fois les jambes du pilote. Celui d'Aeroflot n'a pas dû pédaler assez fort. Un laminoir industriel martèle ou écrase l'acier comme toute l'île de France à qui j'aurais donné un marteau. Donc vous voyez, rien que pour remplacer le laminoir de Fos-sur-Mer, si on n'avait pas d'énergie, vous ne seriez pas en train d'écouter ce cours en ce moment, certains d'entre vous s'en porteraient peut-être mieux, vous seriez avec un marteau en train de taper sur des tôles. Rien que pour remplacer le laminoir de Fos-sur-Mer. Hein, toute l'île de France avec un marteau en train de marteler toute la journée. Voilà un autre auxiliaire de l'agriculture qui a économisé quelques millions de paires de bras, ça s'appelle un vapocraqueur. Et c'est quelque chose qui sert à vous préparer la chimie organique. À ce stade, on est d'accord sur le fait que l'énergie quantifie la transformation, sur le fait que pour utiliser de l'énergie, en fait, vous avez besoin d'un convertisseur, sur le fait que l'essentiel des convertisseurs que nous utilisons aujourd'hui ne sont plus nos propres corps, mais sont des machines. Et maintenant, je vais vous quantifier le parc de machines et la manière dont il se décompose par individu. Alors, je vous ai dit, historiquement, ce qu'on utilisait, c'était surtout des énergies renouvelables. Alors ici, vous avez un graphique qui démarre en 1860 et qui ne vous quantifie qu'une des énergies renouvelables qu'on a utilisées depuis les temps anciens, parce que le vent et l'eau, c'est difficile d'avoir des statistiques en série longue. Je suis sûr que quelqu'un arriverait à reconstituer ça, mais je n'ai pas trouvé. Donc là, on va déjà commencer par le bois. Donc le bois, il y a 1 siècle et demi, l'humanité en utilise. L'humanité en utilise pour alimenter des poêles, pour se chauffer, pour alimenter des forges. Et soit dit en passant, le début de la métallurgie a été un facteur massif de déforestation, un facteur très important de déforestation en Europe. Et pour faire fonctionner les premières machines à vapeur qui commencent à émerger ici et là. À cette époque-là, un habitant du monde, un terrien, consomme en moyenne 5000 kWh de bois par an. Alors vous voyez que par personne, depuis cette époque, la quantité de bois utilisée a diminué, pas au total, mais par personne, ça a diminué. C'est la seule énergie, en gros, qui ait suivi cette évolution. Après, les hommes se sont mis à utiliser du charbon. Alors une partie du charbon a substitué le bois. Par exemple, en Europe, on a commencé à utiliser du charbon. Avant, on utilisait du charbon de bois, et puis on s'est mis à utiliser du charbon dit de terre. Les deux s'appelaient du charbon, pour faire fonctionner les forges. Puis, après, pour faire fonctionner les machines à vapeur. Et vous voyez que la quantité de charbon utilisée par personne dans le monde, qui était extrêmement faible il y a 1 siècle et demi, se monte aujourd'hui à peu près à 5000 kWh par personne et par an. Ce que vous voyez sur ce graphique également, c'est que la quantité de charbon utilisée par personne dans le monde n'a jamais baissé depuis qu'on a commencé à utiliser du charbon. Donc jamais, à aucun moment, le charbon n'a été une énergie du passé pour les hommes. Jamais, à aucun moment. Et en fait, vous, aujourd'hui, vous utilisez, sans le savoir, énormément de charbon à travers tout ce qui est importé de pays où c'est made in charbon, à commencer par la Chine. Donc dès que vous voyez quelque part made in China, c'est made in charbon, et ça alimente directement votre consommation indirecte, évidemment, de charbon. Les 2 tiers du charbon qu'on utilise aujourd'hui sur Terre servent en fait à une machine intermédiaire du système énergétique qui s'appelle la centrale électrique. Donc les 2 tiers du charbon extrait sur Terre alimentent une centrale électrique. Dans le reste, vous avez un 10% en gros qui alimente la métallurgie. Alors, c'est des charbons particuliers, très riches en carbone, qu'on appelle des charbons à coke. Sinon, le reste sert à faire fonctionner des réseaux de chaleur, des poêles, du chauffage urbain, enfin du chauffage domestique, etc. Mais les 2 tiers, c'est des centrales électriques. Vous savez qu'en France, on a un grand débat sur nos centrales nucléaires. Retenez qu'aujourd'hui, dans le monde, vous avez entre 30 et 40 fois la puissance installée en centrale à charbon
entre 30 et 40 fois la puissance nucléaire installée en France en centrale à charbon. Donc en France, on a 60 gigawatts de nucléaire, vous avez à peu près 2000 gigawatts de centrales à charbon installées dans le monde. On y reviendra au moment du cours sur le climat, mais l'accord de Paris, ça vous dit un petit quelque chose? Et plus exactement, l'objectif des 2 degrés contenu dans l'accord de Paris suppose par exemple que la totalité de ces centrales à charbon ait disparu d'ici à ce que vous ayez mon âge. D'accord? Donc 3 mètres nous séparent. Non. Donc d'ici à ce que vous ayez mon âge, pas si loin que ça, je vous assure, eh bien, il faut que la totalité des centrales à charbon mondiales ait disparu. Donc oui, un petit peu de chemin. Après, les hommes ont utilisé du pétrole. Alors, ce que vous voyez sur ce graphique de manière absolument spectaculaire, c'est que le pétrole n'a jamais remplacé le charbon. Le pétrole n'a pas remplacé le charbon. Vous voyez que l'utilisation du pétrole par personne vient se rajouter en plus de l'utilisation du charbon par personne. La raison, c'est que le pétrole ne sert pas du tout à ce à quoi sert le charbon. Le pétrole, c'est l'énergie reine de la mobilité, parce que le pétrole est l'énergie qui a le meilleur ratio énergie transportée par unité de volume. D'accord? Dans 1 litre, donc 1 décimètre cube, si vous mettez quelque chose qui vous sert à votre approvisionnement énergétique, il n'y a rien de mieux que le pétrole. C'est liquide à température ambiante, donc c'est un truc qui se stocke et se transporte extrêmement facilement. Et comme c'est le plus dense par unité de volume, eh ben, dans les modes de transport où vous devez emporter votre énergie avec vous, comme ça vous êtes sûr de pouvoir aller où vous voulez, c'est le pétrole qui a gagné la manche ou la main des modes de transport. Aujourd'hui, 98% de ce qui roule, vole ou navigue utilise du pétrole. Alors que je vous rappelle que la première voiture à avoir dépassé les 100 km/h dans le monde était une voiture électrique. Je vous rappelle également que le rendement du moteur électrique est 4 fois supérieur, enfin 3 à 4 fois supérieur au rendement du moteur à pétrole. Donc ce n'est pas parce que le moteur à pétrole est intrinsèquement supérieur qu'il a supplanté la voiture électrique dans la compétition qui a eu lieu il y a un siècle, c'est parce qu'avec l'électricité, vous avez beaucoup plus de mal à emporter avec vous l'énergie qui vous permet d'être autonome. C'est ça la raison. Vous voyez également quelque chose qui s'est produit avant votre naissance ici, l'arrêt soudain, je dis bien soudain, de la quantité de pétrole disponible par personne sur Terre. Cet épisode, il porte un nom un peu particulier dans l'histoire de l'énergie, ça s'appelle les chocs pétroliers. J'y reviendrai longuement. Les chocs pétroliers, tout le monde a gardé en mémoire que c'est un moment où le prix est devenu très élevé, puis après il est redevenu très bas, et sujet suivant s'il vous plaît, on oublie. En fait, on n'oublie pas du tout. C'est le moment où l'approvisionnement pétrolier croissait fortement et où il s'est arrêté de croître fortement, et où l'approvisionnement pétrolier par personne croissait fortement, et non seulement il s'est arrêté de croître, mais ensuite il s'est mis à décroître puis se stabiliser. Donc les chocs pétroliers, ça ne correspond pas juste à un épisode de prix, en fait c'est l'écume à la surface de la vague. La caractéristique majeure du choc pétrolier, c'est que c'est l'arrêt d'un monde en expansion rapide. C'est ça, les chocs pétroliers. Et on va venir dans pas longtemps à ce que ça signifie en termes économiques. Arrive le gaz. Alors le gaz, bis repetita, n'a pas remplacé le pétrole, il est venu se rajouter par-dessus. Arrive l'hydroélectricité, pareil, l'hydroélectricité est venue se rajouter par-dessus. Arrive le nucléaire, venu se rajouter par-dessus. Et alors maintenant arrivent les nouvelles énergies renouvelables que vous voyez là, et qui est le truc dont tout le monde parle. Tiens, on ne parle plus que de ça, les nouvelles énergies renouvelables. Vous avez ici rapporté à l'individu ce que représentent ces nouvelles énergies renouvelables dans le monde, et comme je suis, malgré les apparences, un mec sympa, j'ai pris la convention de conversion la plus sympathique possible pour les comptabiliser. Parce que comme beaucoup de ces énergies sont des énergies purement électriques, le solaire et l'éolien, et vous avez deux manières de les comptabiliser. L'énergie électrique, vous avez deux manières de la comptabiliser dans les bilans énergétiques. Comme historiquement, l'essentiel de l'électricité a été produite avec des modes thermiques, c'est des machines de Carnot, les centrales électriques pour l'essentiel. Vous brûlez du charbon, vous brûlez du gaz, vous brûlez du pétrole, vous faites fissionner de l'uranium, ça vous fait de la chaleur, et avec cette chaleur, vous actionnez une turbine. C'est une machine de Carnot. Dans une machine de Carnot, vous avez un rendement maximum, 1 moins T2 sur T1, et souvent on compte l'électricité en équivalent primaire, c'est-à-dire on compte l'énergie thermique qui aurait été nécessaire pour faire la même quantité d'électricité pour les modes qui sont purement électriques. L'hydroélectricité en tête, le solaire, l'éolien. Et c'est la convention que j'ai utilisée pour ce graphique.
Il n'empêche que vous voyez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de place dans la pagination du journal que ça n'en a dans la consommation effective d'énergie dans le monde. Et vous allez voir dans pas longtemps que non seulement c'est vrai en valeur absolue, mais malheureusement c'est aussi vrai en dynamique. Par contre, une autre chose qui est capitale quand on voit ce graphique, c'est que comme vous voyez aujourd'hui, la quantité d'énergie mobilisée par personne et par an, d'énergie extracorporelle, je devrais préciser, est de l'ordre de 20 000 kWh. Donc un terrien mobilise en moyenne, au travers de l'énorme exosquelette que constitue le parc de machines, 20 000 kWh par personne et par an. Avec la petite équivalence que je vous ai donnée tout à l'heure, alors ça c'est de l'énergie primaire, c'est de l'énergie thermique, donc en énergie mécanique ça ferait moins, évidemment. Par contre là-dedans, vous allez remplacer des jambes, mais vous allez aussi remplacer des bras. Alors j'ai fait une convention à la serpe de 1 pour 1, et donc je vous dis, c'est comme si, en gros, chaque terrien avait à sa disposition 200 esclaves qui bossaient pour lui en permanence. Alors je vais vous le dire autrement, le parc de machines que nous avons constitué, qui travaille pour nous, a la même force mécanique que si notre puissance musculaire était multipliée par 200. Donc vous êtes, je suis, nous sommes devenus Superman pour de vrai. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Sauf qu'au lieu, comme Popeye, de s'engouffrer une boîte d'épinards et de devenir surpuissant, nous, on s'engouffre un baril de pétrole et on devient surpuissant. Enfin, pas nous, mais notre exosquelette, c'est-à-dire les machines. Je vais vous le redire encore autrement. La production matérielle de l'humanité aujourd'hui, à 7 milliards d'individus, est équivalente en volume, à cause des machines, à ce qu'on aurait si nous avions 1400 milliards d'individus et pas de machines. C'est clair ? Évidemment, on n'a pas les moyens de nourrir 1400 milliards d'individus sur Terre. Donc en fait, grâce à l'énergie et grâce aux machines, nous avons été capables de développer une capacité productive qui est sans commune mesure avec la puissance musculaire de notre organisme. Et nous passons notre journée à utiliser des prothèses. Le RER qui m'amène ici est une prothèse. C'est un prolongement de mes jambes. La voiture que vous utiliserez peut-être, et l'avion encore plus, c'est des prothèses. C'est des prolongements de nos jambes. On passe son temps à utiliser des prothèses. L'essentiel de cette énergie est fossile. Alors pourquoi fossile ? Tout simplement parce que c'est des restes de vie ancienne. Un fossile, c'est très simple, encore une fois, ça a une définition, c'est un reste de vie ancienne. On verra ça au prochain cours. Le charbon est un reste de vie végétale, les fougères, qui ont poussé à l'ère du charbon, au carbonifère, et le pétrole et le gaz sont des restes de plancton et de microalgues qui ont vécu n'importe quand entre il y a quelques millions d'années et quelques centaines de millions d'années. Donc c'est l'énergie fossile, et de très loin, qui domine l'approvisionnement mondial aujourd'hui. Et cette énergie, elle a donc permis de mettre en mouvement un exosquelette croissant qui a fait de chacun d'entre vous et de chacune d'entre vous Iron Man pour de vrai. Donc nous sommes tous devenus Iron Man pour de vrai. On n'a pas la petite lumière qui brille au centre et les machins devant les yeux, là, mais c'est exactement ça. Donc voilà des petits bouts de votre costume d'Iron Man et du mien. Des machines à laver, des ascenseurs, des aspirateurs, des tracteurs, des tractopelles, des fusées Ariane, des satellites, des épurateurs d'eau, des laminoirs, des tréfileurs, etc. Tout ça, c'est un petit bout de notre costume d'Iron Man. Et sans ce costume d'Iron Man, vous auriez la vie qu'avaient les paysans français il y a quelques siècles, avec 30 ans d'espérance de vie à la naissance, aucune augmentation du revenu entre la naissance et la mort. L'idée que le revenu augmente avec l'âge, c'est un truc qui est moderne, ça n'existait pas dans les temps anciens, etc., etc. Donc ce qui a littéralement changé la vie de l'humanité, c'est l'énergie et le parc de machines qui permet de s'en servir. Voilà pourquoi le fait que ça ne vaille que 3% de ce qu'on dépense, c'est une illusion d'optique. C'est au centre de 100% de ce qui vous arrive. De 100%. En fait, avec la petite convention économique que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est-à-dire que l'énergie, aujourd'hui, et le parc de machines qui l'actionne, c'est 200 fois la puissance musculaire des hommes. Si la comptabilité était accordée avec cette réalité physique, dans les comptes des entreprises, l'énergie devrait valoir 200 fois plus cher que les salaires. C'est ça qui devrait se passer. Donc votre salaire à l'embauche devrait être, en gros, divisé par un facteur 1000, en gros. C'est à peu près ça qu'on devrait faire si on devait avoir le même rapport comptable sur les coûts qu'on a le rapport physique
sur la contribution à la transformation du monde. Je vais vous le dire encore autrement parce que je vais y venir dans pas longtemps. Les hommes aujourd'hui pour la production ne sont nécessaires que pour piloter des machines. Pour le reste, ils ne servent à rien. Donc l'essentiel des boulots qu'on fait aujourd'hui dans le monde, je vous coupe vos deux bras, vos deux jambes et je vous permets de commander un ordinateur avec votre cervelle, ça marche encore. Hein? Ça marche encore. Alors cet exosquelette, avec son énergie bien à lui, permet donc d'avoir la même capacité productive. Alors en moyenne mondiale, c'est 200, le facteur. En moyenne française, c'est plutôt 600. Donc le gilet jaune français, qui ne s'en rend pas compte, et c'est ça la vérité politique indicible, vit quand même comme un nabab. Il vit comme un nabab. Alors ce qui l'emmerde, c'est que Bernard Arnault vit encore plus comme un nabab que lui, mais en attendant, et il a probablement raison de le penser, mais en attendant, il vit comme un nabab, déjà lui, hein, à cause de ça. Ces esclaves des temps modernes ont un autre avantage absolument considérable par rapport aux énergies renouvelables des temps anciens, c'est qu'ils nous libèrent toute la surface pour nous. Parce que les esclaves énergétiques des temps anciens, donc soit les énergies renouvelables, soit les autres organismes vivants dont on avait besoin, mobilisaient du sol. Un animal de trait mobilise du sol. Donc le sol qui est nécessaire pour nourrir l'animal de trait n'est plus disponible pour nourrir les hommes. Ou un animal de transport. À l'époque, donc on avait, notamment dans l'agriculture, besoin de mobiliser une grande partie des surfaces pour être capable de cultiver le reste des surfaces pour les hommes, avec les animaux de trait. Là, les esclaves des temps modernes, ils mangent du sous-sol. Donc ils nous laissent la totalité de l'espace disponible pour nous. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on parle de revenir aux énergies renouvelables, vous voyez apparaître des conflits d'usage des sols. Par exemple, pour faire pousser des cultures à des fins énergétiques, ça revient directement en conflit avec les cultures à usage alimentaire. Donc en fait, ça veut dire qu'on est obligé, pour une partie de l'énergie qu'on utilise, de revenir au sol par rapport à l'avantage qu'on avait eu de se contenter de taper dans le sous-sol. Hein? Donc on revient à un système en 2 dimensions alors qu'on avait réussi à passer à un système en 3, d'une certaine manière. Quelques ordres de grandeur d'usage énergétique courant. Alors ce truc est très vieux, donc l'ordre de grandeur est toujours valable. Il y a probablement un facteur 2 à la baisse qui s'est baladé pour certains d'entre eux, mais ce n'est pas grave, ça vous fixe les idées. Ce que vous voyez, alors tout ça je peux le traduire en jours esclaves, ce que j'ai fait. Retenez surtout en regardant ce graphique que l'essentiel de la consommation d'énergie d'un occidental, donc des machines qu'il mobilise à son profit, ce n'est pas la lumière et ce n'est pas les tasses en café recyclables. Hein. Donc là où je vais m'adresser à des ingénieurs qui sont censés manipuler les ordres de grandeur, ce n'est pas avec des petits gestes qu'on évite des gros problèmes. Donc on peut avoir des petits gestes pour s'attaquer aux gros problèmes, mais ça ne remplace pas le fait de s'attaquer aux gros problèmes. Alors je vous le dis parce que dans le monde dans lequel je vis, qui est le monde des entreprises, c'est quand même très très fréquent qu'on fasse une confusion sur les ordres de grandeur délibérés. Hein. On se cache derrière son petit doigt en disant « Regardez, c'est fabuleux, j'ai installé une ruche sur le toit, et puis j'ai mis des gobelets recyclables à la cantine, et puis un jour par an, les gens vont venir en vélo, et alors... » Bon. Non, non, ça ne marche pas comme ça, évidemment. Donc ici, vous avez quelques ordres de grandeur sur des consommations énergétiques. Vous voyez que quelque chose qui va peser très très lourd, c'est ce qu'on achète et la façon dont on se déplace. Quand on parlera changement climatique, on verra aussi que la façon dont on mange est quelque chose de significatif, et la façon dont on loge. Donc en gros, la taille du logement qu'on occupe, l'énergie qu'on utilise pour l'occuper, la quantité de trucs qu'on achète dans l'année, et la façon dont on se déplace, et le nombre de kilomètres qu'on fait dans l'année, c'est beaucoup plus impactant que le fait de fermer la lumière ou pas derrière soi quand on sort d'une pièce. C'est pas du tout le même ordre de grandeur. Alors dans le même temps que par personne, parce que jusqu'à maintenant je vous ai parlé de par personne, les ordres de grandeur ont fondamentalement changé, la taille de la population a aussi fondamentalement changé. Vous avez ici une reconstitution approximative évidemment, parce qu'il y a 10 000 ans l'INSEE était un peu moins performante qu'aujourd'hui. Vous avez une reconstitution approximative de la population humaine. Alors pourquoi il y a 10 000 ans? Pourquoi ce graphique démarre il y a 10 000 ans? Est-ce que vous avez... Oui. Non, en grande ville, non. C'est la sédentarisation des hommes. C'est-à-dire qu'il y a 10 000 ans, et on verra ça au moment du cours sur le changement climatique, nous terminons la sortie de la dernière ère glaciaire,
nous arrivons au début de l'ère interglaciaire chaude, qui est celle qu'on avait connue jusqu'au moment où on a commencé à mettre en route le changement climatique d'origine humaine, c'est-à-dire une période de stabilité très forte, on va dire, du climat, qui permet la sédentarisation des hommes, c'est-à-dire qu'à climat stable, la ressource qui vous permet de vous nourrir, elle ne se balade pas un peu partout, parce qu'elle se balade au gré du climat qui change. Elle est toujours au même endroit, donc vous pouvez commencer à vous sédentariser. À ce moment-là, les hommes sont quelques millions sur Terre. Alors je dis encore une fois, l'INSEE n'est pas extrêmement performante à cette époque-là. Au début de la révolution industrielle, alors je rappelle, espérance de vie à la naissance des habitants de la planète Terre en 1800, c'est un peu moins de 30 ans. Soit dit en passant, c'était inférieur en ville qu'à la campagne, parce qu'à l'époque, la ville était un lieu de concentration des miasmes de toutes sortes, et donc dès qu'il y avait une maladie, c'était beaucoup plus facile de l'attraper et d'en mourir que quand vous étiez à la campagne. Vous aviez également la même chose pour la mortalité infantile. On est 1 milliard. Et ce que vous voyez, c'est qu'en l'espace de 2 siècles, on a connu une évolution qui est plus proche de l'hyperbole que de l'exponentielle, dans le même temps où la quantité de ressources de toutes sortes consommées par individu a également cru. Alors en fait, une partie des gens que je connais, moi inclus, se pose la question de savoir si cette évolution démographique aurait pris place si on n'avait pas eu l'énergie abondante. Parce que si on n'avait pas eu l'énergie abondante, ce n'est pas complètement sûr que les rendements céréaliers seraient passés de 10 à 80 quintaux hectares en Île-de-France. Ce n'est pas complètement sûr qu'on aurait pu transporter de la nourriture partout là où on en a besoin à partir de là où elle pousse. Ce n'est pas complètement sûr qu'on aurait su la préserver contre le chaud, le froid et toutes les petites bêtes qui ont envie de la manger à notre place. Ce n'est pas complètement sûr qu'on aurait pu amener l'eau potable et évacuer les miasmes des villes, etc. Donc il y a tout un tas de trucs qui ne sont pas complètement sûrs dans un monde où on n'aurait pas eu l'énergie fossile, et donc ce n'est pas complètement sûr qu'on serait passé à 7 ou 8 milliards d'individus. Et si la question se pose de savoir si 7 ou 8 milliards d'individus, ce n'est pas une conséquence de l'énergie abondante, à ce moment, évidemment, la question corollaire se pose, qui est, à partir du moment où on rentre en décrue énergétique forte, est-ce qu'on reste à 8 milliards d'individus? Voilà. Ce n'est pas complètement sûr non plus. Si je fais population fois usage individuel, voilà ce à quoi j'aboutis sur la quantité totale d'énergie utilisée par les hommes, c'est-à-dire, en gros, l'évolution du parc de machines. Sachant qu'entre ici et là, il faut beaucoup moins d'énergie pour faire fonctionner une machine, parce que vos prédécesseurs et les miens ont été astucieux sur la manière de faire fonctionner les machines, et donc ont gagné en efficacité. Et donc, ce que vous voyez là, c'est un minorant du parc de machines en fonctionnement dans le monde. Donc là, à mon avis, on est proche du parc de machines, et là, c'est plutôt un dixième du parc de machines en fonctionnement dans le monde. Ce que vous voyez, c'est qu'entre la génération de mes parents et la génération de mes enfants, la quantité d'énergie utilisée par les hommes a été multipliée par un petit facteur 10, et à mon avis, avec le gain d'efficacité énergétique qu'il y a eu dans le même laps de temps, le parc de machines en fonctionnement dans le monde a été multiplié par un facteur de quelques dizaines. Ce n'est pas complètement certain qu'entre vous et la génération de vos petits-enfants, il se passe la même chose. C'est même assez certain qu'il ne va pas se passer ça. Donc c'est assez certain que le monde que vous allez connaître, et moi, pour les quelques décennies qui me restent à vivre, si tout va bien, ne sera pas un monde de prolongation tendancielle de ce que nous avons eu dans le passé. Je vous rappelle que les systèmes physiques sont exceptionnellement des systèmes linéaires. En général, c'est des systèmes non linéaires. Et que dans les systèmes non linéaires, vous ne pouvez pas raisonner par induction. Il vaut mieux éviter. Si je regarde la marque de l'homme sur son environnement, je peux l'approximer, la marque de l'homme sur son environnement, par la quantité d'énergie qu'il met en jeu. Puisque, je le redis, la quantité d'énergie qu'on met en jeu, c'est le flux de transformation que nous opérons, par définition même de ce que c'est que l'énergie. Donc pour ça, je prends l'énergie par personne fois la population, et ça me donne quelque chose qui ressemble à l'évolution de la marque de l'homme sur son environnement. Eh bien, voilà la population, je fais fois l'énergie utilisée par personne, et voilà, au premier ordre, comment a évolué la marque de l'homme sur son environnement. Sur une planète qui faisait 13 000 km de diamètre à ce moment-là, et qui fait toujours 13 000 km de diamètre à ce moment-là. Et donc vous comprenez que les problèmes d'environnement qu'on a aujourd'hui ne sont pas nécessairement des problèmes qui se qualifient de façon différente
par rapport à ce qu'on avait dans le passé. Par contre, il se quantifie de façon différente par rapport à ce qu'on avait dans le passé. Nous avons aujourd'hui un tout petit problème d'ordre de grandeur. Et quand vous voyez ça, vous comprenez aussi qu'on a un tout petit peu mis le système hors d'équilibre et que ce n'est pas complètement sûr qu'il va rester dans cet état pendant extrêmement longtemps. Alors là, je suis en train de vous préparer à quelque chose que je vous détaillerai dans d'autres cours, qui est que il va se passer de toute façon des choses à l'avenir, et de toute façon à l'avenir, le monde ne restera pas stable. De toute façon. Et donc j'ai essentiellement le choix entre j'attends que l'instabilité arrive comme elle a envie d'arriver et je la subis, ou je déclenche l'instabilité dans les limites de ce que j'arrive encore à peu près à contrôler. Mais ça sera l'un ou l'autre. Deux petits compléments sur l'évolution de la quantité d'énergie utilisée dans le monde. Vous avez ici la variation de la quantité d'énergie utilisée par les hommes entre 2000 et 2017. Ce que vous voyez, c'est que nonobstant le discours médiatique sur le fait que c'est vachement bien parce qu'on a de plus en plus de production éolienne et solaire, que vous voyez là, les trois énergies qui ont le plus augmenté sur la période, et de très loin, c'est les trois énergies fossiles, et en particulier le charbon. Donc l'énergie fossile qui a le plus augmenté depuis qu'on a commencé à faire des grands débats sur le climat, c'est le charbon. Le charbon, sur cette période, a augmenté plus de 10 fois plus que l'éolien, que le solaire, pardon, compté en équivalent primaire, et plus de 5 fois plus que le solaire. Donc si le journal avait une pagination reflétant les faits, pour un article vous parlant du solaire, il devrait y en avoir 15 vous parlant du charbon. D'accord ? C'est ça qui devrait se passer. Et si vous regardez aujourd'hui ce que vous avez comme approvisionnement, donc je vous fais le camembert sur l'évolution historique que je vous ai montré juste avant, vous voyez que c'est les combustibles fossiles qui dominent l'approvisionnement mondial de la tête et des épaules. En premier lieu le pétrole, ensuite le charbon et le gaz. Si je regarde juste les énergies renouvelables, vous voyez que ce qui arrive en tête, c'est le bois, suivi de l'hydroélectricité. Je vous signale que les deux premiers termes de l'approvisionnement renouvelable de la France, c'est les deux mêmes, le bois et l'hydroélectricité. Ce n'est pas parce que le journal, à nouveau, vous parle d'éolien et de solaire que c'est ça qui compte le plus dans l'approvisionnement renouvelable français. C'est le bois et l'hydroélectricité, de très loin. Les autres termes, après, sont beaucoup plus faibles. Et donc voilà l'approvisionnement renouvelable français. Petit graphique que j'ai fait pas plus tard qu'hier avec des statistiques qui ont été publiées pas plus tard qu'il y a une semaine, ou 15 jours. Ce que vous voyez, c'est que les deux premiers termes de très loin de l'approvisionnement renouvelable français, c'est le bois, qui sert essentiellement au chauffage, et l'hydroélectricité, qui sert à faire de l'électricité. Ici, vous avez l'éolien et le solaire. Vous voyez que le solaire est en fait un des termes les plus faibles de l'approvisionnement renouvelable français. Derrière, plein d'autres trucs, les pompes à chaleur, les déchets, etc. L'ensemble de ces énergies renouvelables, donc là c'est des millions de tonnes équivalent pétrole, je vous avais dit que je vous en parlerai, des tonnes équivalent pétrole, dans une consommation française qui fait à peu près 250 avec cette même unité. Donc vous voyez ce que représentent les énergies renouvelables dans cet ensemble. Voilà, je vous lâche pour 5 minutes. Profitez-en pour bavarder beaucoup à ce moment-là, mais 5 minutes, pas un quart d'heure. Voilà, merci. Je vais un tout petit peu revenir maintenant au prix. Vous avez probablement, un certain d'entre vous, entendu dire, j'y reviendrai au prochain cours, mais je vais déjà faire un petit aperçu aujourd'hui, que le prix de l'énergie, qui ne se discute pas au dernier rang de cet amphi, doit fortement augmenter si l'énergie devient plus rare, ce qui a comme corollaire qu'une énergie plus abondante devrait voir son prix fortement baisser. Le prix de toutes les énergies, en fait, il est plus ou moins asservi au prix du pétrole. Ici, vous avez donc le prix du pétrole exprimé en monnaie constante, c'est-à-dire en monnaie corrigée de l'inflation, depuis 1 siècle et demi. Alors, vous voyez quelque chose d'assez intéressant, c'est que ce prix du pétrole, en fait, sur tendance longue, il y a 1 siècle pendant lequel il est rigoureusement stable, exprimé en monnaie constante, indépendamment de la quantité produite. Vous voyez qu'au moment du choc pétrolier qui caractérise une forte variation de la dérivée, c'est-à-dire la production montait rapidement et elle s'arrête de monter rapidement, le prix augmente fortement, puis revient plus ou moins à son niveau d'avant,
Puis de nouveau, vous avez un choc où le prix augmente fortement et revient à quelque chose qui n'est pas très très loin de son niveau d'avant. Donc l'idée que le prix du pétrole est quelque chose qui suit l'abondance de l'offre n'est pas confirmée par ce graphique que vous voyez là. Par contre, le vrai prix des choses, en fait, ce n'est pas le prix exprimé en monnaie, c'est le prix rapporté à la seule grandeur qui reste incompressible au cours du temps, c'est-à-dire 24 heures dans une journée. Dit autrement, le vrai prix de n'importe quoi, ce n'est pas le prix exprimé en argent, c'est le prix exprimé en minutes de temps de travail. Si vous voulez exprimer un prix en minutes de temps de travail, ça veut dire que vous devez rapporter un prix à ce que les gens gagnent. Et donc, vous devez rapporter le prix du pétrole, en l'occurrence, à ce que les gens gagnent, que vous voyez ici, c'est-à-dire le PIB par personne. Et là, à ce moment, on retombe sur nos pattes. Vous voyez que sur le siècle et demi qui vient de s'écouler, ou sur le siècle qui vient de s'écouler, le prix d'un baril de pétrole a été divisé par 15 à 20, ce qui veut dire qu'avec l'efficacité des machines qui a augmenté dans le même temps, le prix d'un kilowattheure d'énergie mécanique, lui, a été divisé par 50 à 100. On retrouve le même facteur diviseur que celui que vous avez quand on compare le prix d'une énergie renouvelable ancienne avec le prix d'une énergie fossile moderne. On va toujours retomber sur ce facteur diviseur ou ce facteur multiplicateur de quelques dizaines à une centaine qui représente aussi le passage d'un être humain produisant avec ses bras et ses jambes à 200 équivalents esclaves par personne. Donc en gros, par quelques bouts que vous preniez le problème, le passage de la civilisation renouvelable à la civilisation fossile a été l'apparition de Superman ou d'Iron Man pour chacun d'entre nous, avec une multiplication par un ordre de grandeur de la centaine, plusieurs centaines, de la capacité d'action sur l'environnement. Et évidemment, du coup, tous les sous-produits indésirables de cette capacité d'action ont aussi été multipliés par plusieurs centaines. Donc on a supprimé beaucoup de surface pour les autres êtres vivants, c'est pour ça qu'il y a une perte de biodiversité. On a induit beaucoup de pollution dans l'environnement de toute nature, donc il y a tout un tas de substances indésirables qu'on est venu rajouter dans l'environnement à mesure qu'on augmentait les flux de transformation. Ça en est une conséquence parfaitement logique. Si on regarde une période plus récente, par contre, ici vous avez le prix de l'énergie rapporté à ce que les Français gagnent, et bien vous voyez que les gilets jaunes ont peut-être raison et ont sûrement raison pour leur cas particulier, ils ont tort pour la population dans son ensemble, puisque le prix de l'énergie rapporté à ce que les gens gagnent, en première approximation, n'a à peu près jamais été aussi bas qu'aujourd'hui. Donc quand on dit « Ah, le litre d'essence à 1,50 €, ok, sauf qu'on oublie que la fiche de paye des gens a augmenté à due proportion, et même un peu plus vite. Alors, je l'ai déjà dit de manière implicite, je vais le redire de manière plus explicite. Cette énergie abondante vous permet d'être assis aujourd'hui dans cet amphi et d'une façon générale à radicalement changer le monde qui nous entoure en ce qui concerne le travail, les métiers. La quasi-totalité des gens que vous connaissez aujourd'hui travaillent dans les services, travaillent en ville et travaillent dans le tertiaire. Je dis bien la quasi-totalité des gens que vous connaissez. C'est une situation très récente qui est la conséquence de l'augmentation de l'approvisionnement énergétique. Vous avez ici l'évolution des effectifs salariés en France, décomposés entre agriculteurs en vert, ouvriers en noir et employés des services en bleu. Ces trois courbes portent sur 2 siècles. Alors je fais une petite parenthèse. Plus vous avez des séries longues quand vous vous intéressez à un processus, mieux vous vous portez. La meilleure manière de faire un contresens sur l'interprétation d'un processus, c'est d'avoir une série qui est trop courte par rapport aux échelles caractéristiques de temps de variation de ce que vous êtes en train de regarder. Donc il faut avoir des séries un peu longues si on veut comprendre quelque chose. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a 2 siècles, les 2 tiers de la population active travaillent dans l'agriculture. Ce sont donc des paysans. Vous en déduisez également une chose de cette affaire-là, c'est que si les 2 tiers de la population active sont dans les champs, c'est que la productivité d'un agriculteur à cette époque-là est suffisante pour se nourrir lui, plus une demi-personne qui fait autre chose. C'est ça que ça veut dire. Donc un agriculteur, c'est nourrir 1,5 personnes. Et puis vous voyez que les effectifs dans l'agriculture augmentent doucettement comme le volume, jusqu'en 1850. Alors qu'est-ce qui se passe à cette époque ? Vous n'avez pas, à cette époque, une augmentation significative de la productivité agricole. En gros, un agriculteur de 1850 est à peu près aussi productif qu'un agriculteur de 1800, un peu plus, mais pas beaucoup. Par contre, ce qui se passe, c'est que la population augmente, et donc on coupe des forêts pour augmenter
les surfaces cultivées. On fait de la déforestation en Europe, exactement comme on fait de la déforestation actuellement en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est, exactement comme on en a fait aux États-Unis et en Russie. À toutes époques, l'augmentation démographique a supposé pour les populations sédentaires qu'on coupe des forêts pour installer des surfaces cultivées à la place. C'est ce que font les Européens, et donc les Français. Et donc, on coupe des forêts, jusqu'au moment où il n'y en a plus beaucoup à couper. C'est-à-dire qu'en 1850, on passe par le minimum forestier. 15% de la France est couverte de forêts, pas plus. Aujourd'hui, c'est 25%. Et les 15% couverts de forêts sont essentiellement des surfaces compliquées à cultiver, les montagnes notamment. Et puis, l'industrie commence à développer des auxiliaires pour l'agriculture qui rendent l'agriculteur plus productif. On commence à développer des colliers de trait, on commence à développer des charrues, etc. C'est le début des forges et de l'industrie qui permet de multiplier les auxiliaires pour l'agriculteur. La première moissonneuse-batteuse de mémoire, c'est la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. C'est tiré par des chevaux à l'époque, évidemment. Et donc, on amène des auxiliaires aux agriculteurs qui permettent de diminuer le nombre d'agriculteurs pour les remplacer par des machines ou par des animaux de trait dans les champs. À ce moment, évidemment, ça libère des bras pour qu'une partie des gens aillent faire autre chose et ça alimente, mais pas que, la croissance des effectifs dans les autres secteurs. Et puis après-guerre, alors là, pour le coup, Iron Man va arriver pour de vrai. Vous savez qu'Iron Man est une création américaine, c'est les comics de Marvel. Eh bien, c'est vraiment les Américains. En l'occurrence, les Américains amènent les tracteurs et les engrais qu'ils avaient commencé à développer chez eux. Et on va remplacer les effectifs humains et les animaux de trait par beaucoup plus efficaces, c'est-à-dire les tracteurs et les engrais. Moyennant quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, le rendement céréalier en Beauce, par exemple, a été multiplié par 6 à 8 entre 1945 et 1975. 6 à 8, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et à ce moment, on peut libérer énormément de paires de bras et de jambes qui sont dans l'agriculture pour les envoyer ailleurs. Alors où est-ce qu'on les envoie ailleurs? Eh bien, on les envoie dans l'industrie. Alors, industrie ou artisanat, c'est la même chose. Alors, dans l'industrie et l'artisanat, on va être capable, grâce à l'approvisionnement énergétique croissant, de mettre en route une quantité croissante de machines, et à chaque fois que j'ai une machine qui se met en route, j'ai besoin de quelqu'un pour la piloter. J'ai une chaîne de production de voitures, j'ai des ouvriers qui travaillent sur la chaîne. J'ai un marteau-piqueur, j'ai besoin d'un ouvrier pour actionner le marteau-piqueur. J'ai une grue, j'ai besoin de quelqu'un pour actionner la grue. Donc on va construire de plus en plus de machines. Et il se trouve que l'approvisionnement énergétique à cette époque-là, nous sommes aux 30 Glorieuses, vous avez vu la vitesse à laquelle le pétrole par personne augmente, l'approvisionnement énergétique à ce moment-là augmente plus vite par personne que la taille unitaire de la machine. C'est une course de chevaux. Hein. Et donc, malgré le fait que j'ai des machines de plus en plus grosses, je peux créer de plus en plus d'emplois parce que le flux, le parc de machines, en gros, il augmente, le parc de machines augmente parce que la taille unitaire de la machine augmente moins vite que l'approvisionnement énergétique par personne. Donc je peux augmenter le nombre de machines et donc augmenter le nombre d'emplois dans l'industrie. Après les chocs pétroliers, c'est l'inverse. La taille unitaire de la machine continue d'augmenter alors que l'approvisionnement énergétique par personne s'arrête d'augmenter. À ce moment, j'ai besoin de moins en moins de monde pour piloter des machines qui sont par ailleurs de plus en plus grosses et qui vont continuer à augmenter la production industrielle. La production industrielle en France a doublé entre 1974 et 2007. Donc après les chocs pétroliers, on ne s'est pas désindustrialisé, on a fait une autre industrie, moins de chaussettes et plus d'avions. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que la taille unitaire de la machine a continué d'augmenter, alors même que l'approvisionnement énergétique par personne, lui, arrêtait d'augmenter. Donc, on a diminué les effectifs dans l'industrie pour actionner des machines unitairement plus grosses et dont l'ensemble produisait plus. Mais là, ce que je regarde, c'est le nombre de gens. Ce n'est pas la puissance productive. Hein. Donc, le nombre de gens baisse. Et on a également une deuxième catégorie d'emplois qui augmente, qui sont des emplois asservis à l'industrie. Alors là aussi, quelque chose qui est très important à avoir en tête, c'est que les emplois de service n'existent pas sans flux physique. Un emploi de service comme enseignant, par exemple, si vous n'avez pas des flux physiques pour faire un bâtiment d'enseignement, si vous n'avez pas des flux physiques pour amener les élèves et l'enseignant sur place, donc des moyens de transport, si vous n'avez pas des flux physiques pour faire du matériel pédagogique, des livres dans les temps anciens, des ordinateurs aujourd'hui, vous n'avez pas de système d'enseignement. Prenez un médecin, si vous n'avez pas de quoi fabriquer des médicaments, du matériel médical,
à l'hôpital des appareils d'imagerie, l'hôpital lui-même et les moyens de transport pour faire fonctionner tout ça, vous n'avez pas de médecin. Si vous n'avez pas de voiture fabriquée, vous n'avez pas de banquier pour faire du crédit automobile, vous n'avez pas d'assureur pour assurer les automobiles, vous n'avez pas de moniteur d'auto-école pour apprendre à conduire, et vous n'avez pas d'agent de police pour vérifier que les gens conduisent bien. Tous ces emplois deviennent inutiles, alors que c'est des emplois de service, dans un monde dans lequel vous n'avez pas le flux physique sous-jacent qui est de fabriquer des voitures. Donc, un truc qu'il faut se sortir de la tête, et du reste, je vais vous montrer des corrélations dans pas longtemps qui montrent qu'il faut vraiment se sortir de la tête, c'est l'idée qu'un monde riche en emplois de service est un monde dématérialisé. C'est l'exact inverse. Un monde riche en emplois de service est un monde dans lequel il y a énormément de flux à gérer, et c'est pour ça que vous avez besoin d'énormément de gens pour vous en occuper. Donc les emplois de service augmentent à mesure que la production industrielle augmente, parce qu'il faut continuer il faut gérer, il faut vendre, il faut assurer, il faut gérer, il faut enseigner, etc. Et vous voyez que là, il y a une période où les emplois de service continuent d'augmenter, parce que la production industrielle continue d'augmenter, alors même que les emplois industriels se mettent à baisser. Par contre, à partir de 2007, moment où la production industrielle arrête d'augmenter en Europe, on commence également à avoir un sujet sur les emplois de service. Et vous voyez également apparaître une nouvelle catégorie qui n'existait pas avant, au moment des chocs pétroliers, c'est les chômeurs. C'est-à-dire que l'approvisionnement énergétique par personne n'augmentant plus, en gros, vous n'arrivez plus, donc la productivité du travail augmente peu, puisque la productivité du travail, c'est adjoindre des machines. La productivité du travail augmente peu, et les emplois existants sont trop productifs pour que dans une économie qui a arrêté de croître rapidement, vous puissiez donner un travail à tout le monde. Dit autrement, à partir des chocs pétroliers, on rentre dans une époque où la seule manière de donner du travail à tout le monde, c'est de diminuer la productivité des gens au travail. Et là, l'équation, elle est diverse selon les pays. Certains n'acceptent pas, et à ce moment, ils créent des chômeurs, la France. D'autres acceptent, et à ce moment, ils se mettent à créer des jobs mal payés, mal qualifiés, petits boulots, à temps partiel, etc. C'est les systèmes plus libéraux, anglais, allemands, américains, etc. Mais c'est l'un des deux embranchements qui se met en place. Alors ça, c'est l'évolution dynamique en France. Maintenant, je vais vous montrer quelques évolutions statiques ou dynamiques qui corroborent ce que je viens de dire. Ici, vous avez un graphique dans lequel, avec les données de la Banque mondiale, chaque point représente un pays. En abscisse, j'ai la quantité d'énergie utilisée par personne, c'est-à-dire le parc de machines par personne en moyenne dans le pays, et en ordonnée, j'ai la fraction de la population active qui travaille dans l'agriculture. Et bien, vous voyez que c'est très simple. C'est dis-moi combien il y a d'énergie par personne dans le pays et je te dirai quelle est la fraction de la population active qui travaille dans l'agriculture. D'accord? C'est très simple. Après, voilà un autre graphique qui va vous dire la même chose. Ici, c'est l'évolution de 1991 à 2014 de deux données dans le monde. Donc là, c'est en moyenne mondiale. C'est les émissions de CO2 par personne que vous avez là et la fraction de la population active dans l'agriculture. Et bien vous voyez que plus les émissions de CO2 augmentent, ce qui est le cas quand vous suivez l'ordre chronologique, et plus vous avez d'énergie fossile par personne, moins vous avez d'agriculteurs dans la population active. Alors c'est vrai pour le monde, mais c'est vrai par exemple pour l'Inde, mais c'est vrai par exemple pour la Chine, et c'est vrai pour le Brésil. Enfin, j'ai 250 pays dans la base de données, je ne vous les sors pas tous, mais c'est quelque chose que vous constatez à peu près partout. Donc vous mettez de l'énergie dans un pays, ça veut dire que vous mettez des machines dans le pays, vous sortez des paysans de l'agriculture. C'est recta. Et donc vous créez un exode rural. Recta. C'est partout pareil. Par ailleurs, l'augmentation de la productivité agricole nous a permis d'augmenter la quantité d'animaux qu'on mange, puisqu'il faut plus de surface ou des surfaces plus productives pour manger des animaux qui auront eux-mêmes besoin de manger ce qui pousse. 80% de ce qui pousse en France sert à nourrir des animaux. C'est vrai pour les prairies, c'est vrai pour la totalité du maïs, sauf les quelques grains des marques que je ne nommerai pas, et c'est vrai pour la moitié du blé. C'est vrai pour la quasi-totalité du soja qu'on cultive dans le monde, qui est une des 4 grandes céréales qu'on cultive, etc. Donc, en gros, 80% dans les pays occidentaux des surfaces cultivées servent à nourrir des animaux que vous allez manger derrière. Et ce que vous voyez ici, alors là, je ne vous ai pas mis l'énergie, je vous ai mis les gaz à effet de serre, peu importe. Ce que vous voyez, c'est que dans les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation, là où il y a de la viande ou du poisson, vous avez une partie liée aux hydrocarbures qui est plus élevée. Et ce que vous voyez, c'est que le sens de l'histoire, à cause de l'approvisionnement énergétique croissant, c'est d'aller de la gauche vers la droite. Historiquement, on a mangé des céréales et des oignons,
pour ça que les paysans avant puaient du bec. Donc, voilà. Des céréales et des oignons. Puis on s'est mis à manger des petits animaux. D'abord des œufs, enfin d'abord le produit des petits animaux, les œufs, puis le petit animal lui-même. Rappelez-vous Henri IV, il faut que les gens puissent manger des petits animaux, la poule au pot. Hein. Mais c'était déjà du déchet, la poule au pot, parce qu'elle a pondu toute sa vie. J'avais un déchet en fin de vie, la poule, vous mangez la poule. Puis on s'est mis à manger des poulets de chair, puis on s'est mis à manger des cochons, puis on s'est mis à manger des vaches. Le fait de pouvoir élever des vaches rien que pour les manger, c'est quelque chose qui est la marque d'un pays qui est sous perfusion énergétique. Ça ne marche pas, et l'archétype, c'est les États-Unis. Ça ne marche pas dans un pays à l'approvisionnement énergétique sobre. Et à cause de la productivité amenée par les machines, cette alimentation de plus en plus carnée nous coûte de moins en moins cher. Vous avez ici la part du budget des ménages ramenée, la part de l'alimentation, pardon, dans le budget des ménages aux États-Unis. Alors c'est une série longue. J'ai pris les États-Unis parce que c'est facile de trouver des séries longues sur les sites américains, malgré le génie des ingénieurs français. Trouver des séries longues de cette nature en 3 clics de souris sur un site français est quelque chose de très difficile, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, en tout cas, ça marche très bien aux États-Unis. Donc aux États-Unis, ce que vous voyez, c'est qu'il y a un petit siècle, le budget alimentaire des ménages, c'est un quart de ce qu'ils gagnent. Et à l'époque, c'est essentiellement de la restauration à domicile. Donc Madame Michu, pardon de ce propos sexiste, mais c'est la réalité, achète des produits bruts aux paysans du coin, ou à la place du marché du coin, et fait le frichti pour Monsieur Michu et elle-même à partir de poireaux, de patates, d'œufs et de poulet. Aujourd'hui, quand vous allez acheter de la nourriture, en fait, l'essentiel de ce que vous achetez, 80% des achats alimentaires des Français passent par la grande distribution, l'essentiel de ce que vous achetez n'est pas de la nourriture. Le ticket de caisse en sortie d'un magasin de la grande distribution, c'est du salaire de caissière ou du salaire d'ingénieur de la boîte qui a fait les terminaux de paiement automatiques, peu importe. C'est de l'allocation d'espace, c'est du salaire de magasinier, c'est du salaire de transporteur, c'est du chiffre d'affaires de Volvo Trucks, c'est du chiffre d'affaires de Publicis, etc. Enfin, c'est tout sauf de la bouffe. Quand vous regardez le produit brut dans ce que vous achetez, dans les bons cas de figure, c'est un tiers de la facture, dans les mauvais, c'est 3%. Prenons l'exemple d'une boîte d'œufs. Combien ça coûte une boîte d'œufs en grande surface? Les mauvais, les pas bio. Non, ça, c'est les œufs bio qui coûtent 3 €. Oui, 1,50 €. En gros, hein. Donc 1,50 € pour 6 œufs. Donc comme vous êtes plus fort que moi en calcul mental, ça met l'œuf à... C'est dur, hein. Oh, 15 divisé par 6, ça fait combien? Ça met l'œuf à combien? 25 centimes, nous sommes d'accord. Est-ce que vous savez à combien le même œuf est acheté en sortie de ferme? Pas mal, pas loin de 5. 6, 7. Donc vous voyez, rien que sur une boîte d'œufs, zéro transformation. Zéro transformation. Vous avez un facteur 4 entre la sortie de ferme et ce que vous payez en sortie de caisse. Donc j'insiste, le ticket de caisse aujourd'hui, c'est tout sauf de la bouffe. Ce qui veut dire que quand on fait une série sur durée longue, en fait, vous avez une inhomogénéité massive entre ce que vous regardez au début de la série et ce que vous regardez à la fin de la série. Parce qu'au début de la série, c'est vraiment l'œuf tel qu'il sort de chez le fermier, acheté au marché par Madame Michu. Hein? Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Et donc, en fait, si vous regardez, et dans le hors domicile, c'est encore pire, l'omelette au café du coin, là, ce n'est pas 1,50 € que vous allez la payer 5 € ou 6 € pour 3 œufs. Pour 75 centimes d'œufs. D'accord? Donc, vous rajoutez un facteur 10. Donc, donc là, en fait, le vrai prix de la nourriture, aujourd'hui, il a en gros été divisé par un facteur 20 sur cette échelle de temps. Le reste, c'est du service. On retombe encore, à nouveau, sur le facteur diviseur de quelques dizaines, alors ça varie selon les produits, grâce à l'abondance énergétique. Cette abondance énergétique nous a également amené les moyens de transport. Retenez, sans rentrer dans les détails, que plus un moyen de transport est moderne et plus sa consommation par kilomètre est élevée. Donc on avait du vélo, on avait de la marche à pied, on a eu du vélo, on a eu du bus, on a eu du train, etc. Puis aujourd'hui on a l'avion qui est le mode de transport le plus énergivore par personne de tous ceux qu'on peut imaginer. Une fois qu'on a eu ces moyens de transport extrêmement performants,
on en a profité aussi pour en faire autre chose. Alors, juste une petite incidente. Dans les inhomogénéités dans les séries longues, vous avez un autre truc qu'il faut voir, c'est qu'avec le temps, certains objets peuvent ne plus être affectés uniquement à leur fonction initiale. Parce qu'une voiture, aujourd'hui, ce n'est pas qu'un moyen de transport, c'est aussi un salon sur roulette, donc c'est votre espace à vous que vous transportez jusqu'à la porte du bureau, et ça, c'est également quelque chose qui a une valeur, et c'est également un objet de statut. Donc je fais une petite parenthèse là aussi sur l'inhomogénéité des séries. Une voiture, quand vous la comparez à autre chose, parfois c'est difficile de savoir à quoi, et alors voilà le dernier avatar de la voiture. Ça, c'est la voiture autonome by Ikea. Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est un salon sur roulette? Est-ce que c'est un ordinateur sur roulette qui accessoirement vous transporte? C'est quoi ce truc-là? La voiture autonome connectée. Bon, voilà. Donc vous avez de temps en temps là aussi des inhomogénéités auxquelles il faut faire attention. Et pour en revenir à l'objet premier qui est de se déplacer. Quand vous dites que la voiture elle consomme plus aujourd'hui au kilomètre. Non, les moyens, plus ils sont modernes, plus ils consomment par kilomètre. Donc vous dites que la voiture d'aujourd'hui consomme plus que. Non. Ce que je dis, c'est que la voiture consomme plus que l'avion, qui est un moyen plus moderne. Et la voiture consomme moins que l'avion, pardon, et l'avion est plus moderne. Que la voiture consomme plus que le train, qui est un truc plus ancien, etc. Et plus que le bus, et le bus lui-même consomme plus que le vélo, qui est plus ancien, etc. Donc en gros, plus un moyen est moderne, plus sa consommation par kilomètre est élevée. Et en fait, c'est ce que je représente ici. Ce que vous avez ici, c'est un graphique qui vous donne la quantité d'énergie utilisée en grammes équivalent pétrole, donc quand c'est ça, ça ou ça, c'est vraiment du pétrole, par passager kilomètre. C'est ce que vous avez là. Et vous voyez qu'avec le temps, ça monte, c'est-à-dire que c'est plus faible pour le train que pour le bus, plus faible pour le bus que pour la voiture, plus faible pour la voiture que pour l'avion. Et là, vous avez la quantité de voyageurs kilomètres effectués dans l'année, donc la surface vous donne la quantité d'énergie qui est affectée à chaque mode de transport. Et donc là, vous comprenez que c'est la route qui domine aujourd'hui les transports qu'on effectue. Et je le redis, donc le sens de l'histoire est d'être allé de moyens économes vers des moyens moins économes. Parce qu'il y avait de plus en plus d'énergie disponible par personne. Qui dans cette salle n'a jamais pris l'avion ? 2. J'ai bien compté ou pas? Bon. J'aurais posé la même question en 1950, il aurait fallu que je la pose dans l'autre sens. C'est-à-dire qui dans cette salle a déjà pris l'avion? Et j'aurais probablement eu 2 mains qui se seraient levées. L'avion est un truc qui aujourd'hui, dans votre catégorie socio-professionnelle et dans votre pays, est un truc qu'on utilise comme on respire. C'est extrêmement récent. Et soit dit en passant, quand vous aurez mon âge, ce n'est pas complètement sûr que ce sera toujours le cas. C'est extrêmement récent parce que c'est quelque chose qui demande des très très grandes quantités d'énergie. Retenez qu'un aller-retour Paris-New York, c'est une très très grande baignoire de pétrole. C'est 400 à 500 litres de pétrole par personne pour un voyage. C'est-à-dire à peu près la même chose que la consommation annuelle de quelqu'un qui utilise sa voiture. Pour un voyage. Ça fait beaucoup, hein. Bon. Donc, l'ouverture sur l'étranger de l'école des mines, en 2060, pardon, de Mines Paris-Tech, excusez-moi, il faut que je vive avec mon temps, en 2060, c'est pas complètement exclu que ça ressemble plus au train de nuit pour aller en Suède qu'à l'avion pour aller à Kuala Lumpur, voilà. Ou en Chine. Ou alors vous reviendrez au bateau à moitié à voile pour aller en Chine, ça vous prendra un mois, ça vous fera des souvenirs. Et vous voyez ici la façon dont les gens se déplacent sur un siècle et demi, non, sur 2 siècles, pardon. Et vous avez en échelle logarithmique ici le nombre de kilomètres effectués par personne et par jour. Et là, vous avez les différents moyens de transport. Donc vous voyez que le cheval était ce qui donnait le plus de personnes kilomètres par jour après la marche, qui est là, en blanc, il y a 2 siècles. Donc il y a 2 siècles, en gros, le trajet quotidien d'un être humain, c'était 3 km à pied. Ça use, ça use. Parce qu'il y a 2 siècles, comme vous l'avez vu tout à l'heure, l'être humain ordinaire, c'était un paysan, et donc il faisait l'aller-retour entre la ferme et les divers endroits où il avait besoin de se promener pour faire son boulot, donc ses champs, ses vergers, etc.
ces prairies, voilà ce qu'il faisait dans la journée, 3 km. Et puis du reste, il vivait toute sa vie durant sans aller à quelques centaines de kilomètres de là. Hein, voilà. Après, vous voyez donc le cheval. Ici, vous voyez l'essor de du train, pardon. Et puis, vous voyez surtout l'essor de la voiture, là, qui est devenu le mode dominant de déplacement aujourd'hui. Mais l'année où la voiture a supplanté la marche comme mode de transport dominant en termes de passagers kilomètres par jour, c'est les années 50. Donc moi, j'étais pas né, mais tout juste. Mes parents étaient nés et bien nés. Hein. Donc mes parents, qui étaient déjà nés à cette époque-là, sont nés dans un monde dans lequel le mode dominant de transport pour la population dans son ensemble, c'était la marche à pied. Je ne sais pas si vous vous rendez compte aussi de ce que ça signifie par rapport au monde dans lequel vous vivez, vous. On a diminué le nombre de paysans, et comme je le disais tout à l'heure, on a donc mis ces paysans quelque part. Alors, où est-ce qu'on fait commodément de l'industrie puis des emplois tertiaires? Dans les villes. Historiquement, qu'est-ce que c'est qu'une ville? C'est un lieu d'échange. Quand vous regardez les villes qui ont été construites il y a longtemps, elles sont toutes organisées autour de lieux d'échange qui sont la place de marché, j'échange des biens, le lieu de culte, j'échange des croyances et des règles morales, donc l'église, pour parler de la France, est toujours au centre, la mairie ou équivalent, c'est-à-dire j'échange des règles de vie en commun, l'école, j'échange des savoirs. Donc les lieux d'échange sont au centre, et géométriquement, le truc le plus efficace, c'est un disque, avec tout le monde autour, c'est là que c'est le plus compact, hein, le disque est la forme la plus compacte, autour des lieux d'échange, qui sont tous placés au centre. Une fois que vous développez des moyens abondants de produire et de transporter, à ce moment, il va se produire deux phénomènes. Un, vous allez vider les campagnes. Deux, vous allez mettre les gens là où c'est le plus efficace, un, de produire, et ensuite d'échanger la production. Où est-ce que c'est le plus efficace de produire et d'échanger la production? Dans les villes. C'est dans les villes que c'est le plus efficace de faire ça. Donc vous allez mettre les gens dans les villes. Et en augmentant l'énergie, donc c'est là que je veux en venir, vous augmentez la part de la population qui habite en ville. Alors voilà comment ça se passe pour le monde dans son ensemble. En 1960, vous avez 30%, un peu plus de 30% de la population qui habite en ville avec 3 tonnes de CO2 par personne, ce qui représente l'énergie fossile qu'on utilise, c'est-à-dire l'énergie tout court en première approximation. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes à 5 tonnes, donc on a augmenté l'énergie, et ça a permis de mettre quasiment la moitié de la population, les 2 tiers de la population dans les villes. Alors cette évolution, vous la voyez à vitesse accélérée dans les pays qui ont eu accès à vitesse accélérée à l'énergie, oui? Oui, parce que vous déformez la structure de l'emploi. Et parce qu'un système dans lequel vous auriez laissé tous les artisans, chacun dans leur coin, avec des transports intermédiaires, c'est beaucoup moins efficace qu'un système dans lequel vous mettez 100 artisans ensemble, ça s'appelle des ouvriers, dans un seul lieu, que vous allez spécialiser pour une production où ça va devenir très efficace. Je vais vous le dire autrement, fabriquer des voitures. Si vous avez le boulon de 12 qui est fait à Brive, puis ensuite la mise dans la portière qui est fait à Aurillac, et puis ensuite le bout de portière qui est fait à Bordeaux, puis vous n'en sortez pas. Donc c'est beaucoup plus facile de tout rassembler au même endroit et d'avoir des opérations qui sont assemblées au même endroit. Après, quand les transports deviennent de plus en plus accessibles, vous pouvez aller encore plus loin là-dedans et hyper spécialiser sur certaines opérations, sur certains sites, puisque transporter ne vous coûte rien, et après amener à d'autres endroits où en masse vous hyper spécialisez sur autre chose. C'est pour ça, par exemple, il y a un constructeur qui assemble ses cabines de camions à un autre endroit que là où il les peint. Et entre les deux, vous transportez des cabines de camions pas peintes. Vous avez exactement la même évolution que vous pouvez constater sur la Chine, la même pour le Brésil, la même pour la Thaïlande, la même pour l'Indonésie, etc. Donc, plus d'énergie, je le redis, ça déforme la structure de l'emploi de la manière que je vous ai évoquée tout à l'heure, et les emplois qui apparaissent sont les plus efficaces si vous augmentez la taille des villes. Alors, vous pouvez augmenter la taille des villes tout en les étalant. Et c'est exactement ce qui se passe aussi quand vous avez accès à l'énergie abondante, parce qu'à ce moment, se déplacer en mode mécanisé devient facile, et donc vous essayez de faire le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un peu d'espace autour de chacun, tout en ayant des flux d'échange extrêmement importants. Et ça, vous n'y arrivez que si vous avez plein d'énergie. Donc, dans la ville sobre en énergie, le truc le plus compact qui soit, c'est l'haussmannien. Paris est une des villes les plus denses au monde, malgré qu'on n'ait pas
de tours très hautes, parce que quand vous avez des tours très hautes, il faut commencer à laisser un peu d'espace autour des tours. Hein, c'est compliqué de serrer les tours très hautes comme vous serrez les immeubles haussmanniens, qui sont collés les uns aux autres. Hein. Vous n'avez pas d'espace entre les immeubles, ils donnent tous sur la rue, mais après ils sont tous collés les uns aux autres. Avec les tours de 10 étages ou de 30 étages, c'est plus difficile de faire ça. Par ailleurs, c'est le mode le plus efficace quand vous n'avez pas une énergie très abondante pour vous déplacer, parce que vous pouvez tout faire à pied ou à la rigueur en charrette à cheval. Quand vous donnez une voiture à tout le monde, eh ben vous faites Los Angeles. C'est-à-dire que vous conservez les mêmes fonctions urbaines d'échange en étant capable de mettre la ville dans 100 ou 150 km de diamètre avec chacun ayant une voiture. Vous gardez les mêmes distances parcourues en 1 heure dans un urbanisme considérablement plus étalé. Alors c'est la raison pour laquelle, quand vous regardez par exemple l'Île-de-France, voilà à quoi ressemble la distance domicile-travail qui est représentative de la densité qui est représentative des échanges du quotidien en 1975. Donc là où c'est blanc, c'est qu'on ne parcourt pas grand-chose. Alors en 1975, là vous avez une ville dense, les gens marchent pour aller au boulot. Là vous êtes encore à la campagne, les gens marchent pour aller dans leur champ. D'accord ? Voilà. Et puis voilà comment ça évolue au cours du temps. Et voilà où nous sommes au début des années 2000. Tous ces gens-là sont devenus des urbains, des péri-urbains, dont le métier est devenu un métier de type urbain, c'est-à-dire ils ne sont plus agriculteurs, ils sont employés de l'industrie, employés des services, donc ils sont rentrés dans ce système de déplacement qui est nécessaire à l'industrie et aux services, et ils utilisent leur bagnole, parce que là, il n'y a pas de transport en commun et qu'il n'y en aura jamais, et donc vous vous mettez à avoir des distances domicile-travail extrêmement fortes. Soit dit en passant, là où on va mettre le métro du Grand Paris, c'est là-dedans. Hein. Donc eux, ça ne va absolument pas régler leurs problèmes. Cette énergie abondante, elle a également permis d'augmenter le parc de logements et elle a permis de l'augmenter plus vite que la population. En 1900, allez, on va dire au moment des chocs pétroliers, le logement moyen en France faisait 77 mètres carrés, vous aviez un peu moins de 3 personnes dedans. Aujourd'hui, vous avez un peu plus de 2 personnes par logement, le logement lui-même étant devenu plus grand. Alors, évidemment, c'est l'énergie qui a permis de faire ça. Et donc l'énergie a permis notamment les divorces. Parce que pour divorcer, il faut avoir 2 logements là où vous n'en aviez qu'un. Sinon, ça ne s'appelle pas un divorce. Ça s'appelle des scènes de ménage, ce que vous voulez, mais ça ne s'appelle pas un divorce. Divorce, qui est une séparation physique, il faut avoir de quoi loger les gens. Et soit dit en passant, aujourd'hui, un des facteurs de pression à la hausse sur les besoins en logement en France, c'est les divorces. C'est probablement le premier facteur de pression à la hausse. Vous retrouvez ce que je viens de vous raconter dans ce petit graphique qui vous donne cette fois-ci, pour une année donnée, les émissions de CO2 par personne en fonction de la part de l'emploi dans les services. Et vous voyez que ce graphique dit tout, sauf le fait que quand vous augmentez les emplois dans les services, en proportion, les émissions diminuent. Il vous dit tout sauf ça. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas voir dans ce graphique. Alors voilà une autre manière, cette fois-ci en dynamique, pour le monde dans son ensemble. À nouveau, vous avez la part des emplois dans les services en 1991 et en 2014 avec les émissions de CO2 par personne, et vous voyez que les deux marchent de concert, et ça marche de nouveau de concert quand vous regardez des pays pris un par un, ça marche très bien. Autre évolution que l'énergie abondante a permis, c'est l'augmentation du flux de marchandises, puisque les transports se sont également appliqués aux camions. Là, il y a aussi quelque chose qu'il faut se sortir de la cervelle, qui est qu'on peut dématérialiser les transports en les remplaçant par des flux d'informations. Manifestement, ce n'est pas vrai. Quand vous regardez l'évolution concomitante des flux d'informations et des flux de transport, que ce soit dit en passant des marchandises ou des personnes, vous arrivez exactement au même résultat. Les deux évoluent de concert. Donc aujourd'hui, à l'échelle macroscopique, que de faire circuler plus d'informations permettrait de faire circuler moins de personnes ou moins de marchandises, c'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Après, on peut se poser la question de savoir pourquoi ça ne marche pas comme ça. Mais le résultat brut, c'est qu'il ne suffit pas d'augmenter la quantité d'informations qui circulent pour se dire « Ah ben là, paf, le résultat que je vais obtenir, c'est qu'il y a moins de gens qui se déplacent ou moins de marchandises qui se déplacent. » L'énergie a donc restructuré le pays. Ce que je vous présente pour la France, c'est appliqué dans tous les pays qui ont eu accès à l'énergie, tous. Vous aviez des campagnes peuplées, des villes pas trop grosses, vous êtes passé à des villes beaucoup plus grosses et des campagnes vides. Et les villes se sont étalées. Et tous les pays ont suivi la même évolution.
Les seuls pays qui ne l'ont pas suivi, c'est ceux qui ont eu des obstacles géographiques qui se sont opposés à cette évolution. Alors je vais vous donner un exemple, la Suisse. La Suisse a effectivement fait grossir ses villes. Elle ne les a pas beaucoup étalées. Pourquoi? Parce que quand vous avez une ville qui est à fond de vallée, étaler la ville, ça veut dire grimper sur les flancs, et c'est compliqué. Alors ils l'ont fait un peu, en mettant des chalets un peu partout, mais ils ne l'ont pas fait de manière massive. Et en particulier, ils n'ont pas fait des hypermarchés en périphérie de ville, parce que mettre l'hypermarché en terrasse en haut de la ville, c'est plus compliqué que de le mettre en périphérie de ville. Donc vous avez... mais les pays, encore une fois, qui n'ont pas suivi cette évolution, c'est parce qu'ils ont eu une barrière physique qui les a empêchés de la suivre. Cette énergie abondante, c'est également appliqué aux loisirs. Alors, les loisirs ont augmenté parce que, comme les machines produisent à notre place, ça nous libère du temps. Donc, ça nous libère du temps pour les études. À l'époque où il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas d'études longues. Ça nous libère du temps pour la retraite. À l'époque où il n'y avait pas d'énergie abondante, il n'y avait pas de retraite. Ça nous libère du temps pour les vacances. Ça nous libère du temps pour ne rien faire le week-end. Et ça nous libère du temps pour ne travailler que 35 heures par semaine. Tout ce temps libre que nous avons gagné, nous le devons à l'énergie abondante. Donc là aussi, retenez quelque chose qui va s'appliquer non seulement à vous, mais aux gens avec qui vous allez travailler et vivre pour le restant de vos jours. Dans un monde à l'énergie contrainte, ce n'est pas l'augmentation du temps libre bien géré, on va dire, qui va s'appliquer. Ce que vous voyez ici, c'est une des occupations du temps libre qui s'appelle le tourisme. Et alors j'ai fait un petit calcul il y a quelques années, je ne vais pas changer l'ordre de grandeur, enfin je veux dire, je n'ai pas refait le calcul, mais l'ordre de grandeur est toujours le même. Et ça vous donne les émissions de gaz à effet de serre, donc à nouveau la consommation d'énergie fossile, liées à la façon dont on passe ses vacances. Alors là-dedans, j'ai fait rentrer le déplacement initial, le fait d'aller sur le lieu de vacances, en train, en voiture, en avion. J'ai fait rentrer la fabrication éventuelle de l'objet dans lequel vous habitez pendant vos vacances, la tente, la caravane. La résidence secondaire, j'ai considéré que si on la faisait construire, je comptais quelque chose. Si c'était la vieille belle-mère qu'il faut se farcir, on comptait rien parce qu'elle avait déjà sa maison qui était construite depuis longtemps. Et puis, j'ai également pris en compte les déplacements locaux s'il y en a, etc. Si c'est les vacances au ski, j'ai pris en compte le chauffage de l'appartement, parce qu'en général, le ski, c'est compliqué quand il fait très chaud, il fait plutôt un peu froid. Et donc, les appartements sont chauffés, préférentiellement au fioul, etc. Donc, j'ai pris en compte tous ces trucs-là. Et ce que vous constatez, c'est que la forme de tourisme la plus moderne, celle-ci, je vais me balader 3 jours à l'hôtel en prenant l'avion. C'est également celle qui suppose la plus grande quantité d'énergie consommée pour s'offrir une semaine de vacances. Inversement, le premier, ça et ça, qui sont les formes de loisirs qui sont apparues quand les congés payés sont apparus, c'est-à-dire que les gens prenaient le vélo pour aller faire du camping ou ils prenaient le train pour aller faire du camping, c'est ça qu'ils ont fait au début, c'est les formes qui sont les plus sobres en énergie fossile, donc en énergie tout court, pour être exercé. Donc, à nouveau, l'abondance énergétique a déformé nos modes de vie et on doit le fait de pouvoir bénéficier de cette offre de loisirs au fait que nous sommes sous perfusion énergétique, tous autant que nous sommes. C'est pour ça que se développe actuellement en Suède, par exemple, depuis quelques années, parce que on en parle dans les médias depuis quelques semaines, mais en fait, quand vous regardez les statistiques, ça date d'il y a quelques années, un début de diminution de la quantité d'avions pris par les Suédois, qui est maintenant qualifié par les médias de honte de prendre l'avion. Alors c'est parce que les Scandinaves ont une sensibilité environnementale plutôt plus développée que le reste des Européens, ce qui peut s'expliquer par des raisons historiques et géographiques. On va retrouver ça sur le plan économique avec ce que ça coûte exprimé en heures de temps de travail de prendre l'avion. Je vous redis, le vrai prix des choses, c'est les heures de temps de travail. Et ce que vous constatez, c'est que le prix exprimé en heures de temps de travail pour prendre l'avion a été divisé par un facteur extrêmement important en l'espace de quelques décennies. C'est une autre façon de dire que l'énergie est devenue plus abondante, c'est-à-dire que c'est plus facile de s'en payer plein avec une heure de temps de travail. C'est la même façon. L'énergie actionne également des machines industrielles, et les machines industrielles vont vous servir à fabriquer tous les objets qui vous entourent aujourd'hui.
donc les tables sur lesquelles vous êtes accoudés pour certains, les chaises sur lesquelles vous êtes assis tous, les vêtements que vous portez, les lunettes pour certains, les chaussures, etc. Tout ça, ça a été fabriqué par des machines industrielles. Alors l'énergie actionne les machines industrielles, c'est donc l'exosquelette qui permet de faire tout, y compris les ciseaux, les produits de beauté et les films de Netflix. Mais ça sert également comme matière première. Donc vous avez dans l'énergie une composante qu'on appelle parfois non énergétique. Alors vous me direz, le non énergétique dans l'énergie, c'est quand même un peu compliqué. En fait, quand vous voyez des usages non énergétiques de l'énergie, notamment du pétrole et du gaz, c'est que ça sert de matière première pour la chimie organique. Toute la chimie organique est basée sur des dérivés du gaz et du pétrole. Alors là, il y a des Américains qui ont fait un petit test rigolo. Ils ont sorti d'une maison tous les produits qui contiennent des dérivés du pétrole. Il ne reste rien. En fait, ils auraient également dû arracher les parquets parce qu'il y a du vernis sur les parquets, ils auraient dû arracher les rideaux, ils auraient dû arracher la tringle à rideaux, ils auraient dû enlever la peinture, enfin, ils auraient dû tout enlever, quoi. Donc le pétrole, aujourd'hui, ce n'est pas seulement quelque chose qui actionne une machine, c'est également la base de la chimie organique pour fabriquer la totalité des produits qui nous entourent, parce que vous n'avez à peu de choses près pas un produit qui vous entoure dans lequel vous n'ayez pas des dérivés du pétrole. Ces objets qui nous entourent, il faut les fabriquer. Derrière, certains d'entre eux vont également utiliser de l'énergie. Ici, vous avez par exemple l'évolution du taux en équipement électroménager. Alors, je n'ai pas trouvé de série plus récente. Il faudrait que j'y aille un taux d'équipement considérablement augmenté partout. Mais vous avez aujourd'hui pas un ménage dans lequel vous n'ayez pas un frigo, un lave-linge, etc. Donc vous avez tout un tas de trucs qui utilisent de l'énergie. Donc l'industrie fabrique des objets et ça demande de l'énergie. Et derrière ces objets, certains d'entre eux, on va les utiliser jusqu'à la tondeuse à gazon, etc. Et ça va également utiliser de l'énergie. Et vous voyez que les taux d'équipement augmentent, en gros, partout et tout le temps. Je vous l'ai déjà dit, je le redis, divorcer, c'est énergivore. Parce que quand on divorce, il faut doubler les logements. Du coup, vous doublez la consommation énergétique des logements si les deux logements sont... Enfin, plus exactement, vous l'augmentez à proportion de la nouvelle surface occupée. Vous avez besoin de fabriquer plus de logements, ça utilise de l'énergie. Vous avez besoin de meubler 2 fois plus de logements. Alors, il y a des trucs que vous ne doublez pas vraiment, mais il y a des trucs que vous doublez. Par exemple, vous avez 2 fois plus de lits. Chacun dort dans un lit. Vous avez 2 fois plus de lavabos, 2 fois plus de plaques de cuisson, 2 fois plus, etc. Donc tout ça, il faut le fabriquer. Quand il y a des enfants, pas toujours le cas, mais quand il y a des enfants, il faut ensuite les amener d'un foyer à l'autre. Ça demande des déplacements supplémentaires, parfois assez longs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de choses qui aujourd'hui sont considérées comme normales, donc je dis encore une fois, la retraite, les études, etc., c'est l'énergie. Quand Mitterrand, en 1981, a dit « tout le monde doit aller à l'université », ce qui était la promesse implicite derrière de « tout le monde aura un emploi de bureau », c'était une autre façon de dire « je vous promets la société de l'énergie abondante infinie », puisque je vous ai montré tout à l'heure que tout le monde dans un bureau, c'est une société extrêmement énergivore. Donc à l'époque où Mitterrand a dit « il faut que tout le monde aille à l'université », en fait, il a fait la promesse implicite qu'on allait pouvoir vivre dans un monde de machines pour l'éternité. C'est ça la promesse implicite qu'il a faite. Donc vous voyez que l'énergie, ce n'est pas du tout détachable de tout un tas de trucs, même et y compris de la façon dont on envisage l'accès à la compétence. L'hôpital, c'est très énergivore également. En France, l'hôpital, c'est à peu près 5% de l'empreinte carbone du pays. Donc, comme l'a dit un humoriste célèbre, si c'est les vieux qui utilisent le plus de services de santé, il y a qu'à supprimer la dernière année de vie. En attendant, ça pose quand même la question de savoir combien de temps dans un monde à l'énergie contrainte on pourra continuer à arbitrer en faveur des gens qui demandent un appareillage très lourd alors qu'ils sont déjà très vieux, et du coup en défaveur de tous les autres, y compris les jeunes. Voilà, donc l'énergie est partout. Alors une fois que je vous ai dit ça, on va faire un tout petit peu d'économie. Voilà la planète Terre. Alors la planète Terre, comme disait Coluche, est carrée avec les yeux dans les coins. Non, la planète Terre est constituée de ressources dans une vision anthropocentrique. Donc je vais me placer du point de vue des hommes. Et du point de vue des hommes, la planète Terre, c'est des ressources. D'accord ? C'est là où c'est notre maison, c'est là où nous vivons, donc c'est des ressources auxquelles on a accès. Ces ressources, je vais les ranger en 2 catégories, qui sont d'une part les ressources qui se renouvellent sur des échelles de temps courtes, je les appelle renouvelables,
et d'autre part, des ressources qui ne se renouvellent pas sur des échelles de temps courtes, que j'appelle non renouvelables. Alors, le minerai de cuivre est définitivement non renouvelable. Il n'y a pas de transmutation à large échelle sur Terre qui réalimente le stock de minerai de cuivre. Les combustibles fossiles, c'est renouvelable si vous attendez quelques dizaines de millions d'années. C'est quand même pas une échelle de temps courte, donc je les colle dans non renouvelable. Par contre, l'herbe ou le rayonnement solaire, ça c'est raisonnablement renouvelable sur des échelles de temps courtes. Ces ressources sont toutes gratuites et elles sont le résultat de tout ce qui s'est passé depuis le Big Bang, l'ensemble étant gratuit. Donc depuis le Big Bang, soupe de protons puis tout le reste, tout un tas de processus ont pris place et aujourd'hui nous avons gratuitement le tableau de Mendeleïev et toutes les combinaisons qu'il nous offre à la surface de la planète. Tout ça a été fait gratuitement. Là-dedans on arrive et on décide d'avoir une activité productive. Alors qu'est-ce que c'est que l'activité productive pour les hommes? C'est se servir dans cette grande corne d'abondance de ressources et transformer les ressources pour en faire autre chose qui est plus intéressant que la ressource initiale. Par exemple, j'ai des silex bruts, c'est plus intéressant d'avoir des silex taillés pour courir derrière mes proies. Par exemple, j'ai des serres, c'est plus intéressant d'avoir des bois de serre taillés pour en faire un certain nombre de choses, etc. Donc l'activité productive des hommes, c'est juste, je me sers dans les ressources existantes, je les transforme, transformation, énergie. Donc j'utilise de l'énergie, à l'époque évidemment juste celle de mes bras, de mes jambes et du feu, et j'en fais autre chose. Et puis avec le temps, on va augmenter l'énergie qu'on va chercher à avoir à notre disposition, donc je vous le redis, 500 000 ans de transition énergétique, ce qui va permettre d'augmenter la capacité productive de tout un chacun. Donc on extrait plus vite des ressources et on les transforme plus vite. Dès qu'on extrait de l'environnement des ressources non renouvelables pour les transformer en autre chose, le stock de ressources non renouvelables baisse. Alors au début, il ne baisse pas vite. Encore que, il semblerait par exemple que sur les silex, il y ait pu y avoir des pénuries locales au Paléolithique. Donc on a pu avoir de temps en temps des pénuries locales de ressources. Ne rigolez pas parce qu'à l'époque, ils en crevaient. Et puis, avec le temps, on a également compris qu'il y avait une partie de ce qu'on transformait qu'on pouvait garder pour accélérer la transformation future. Ça s'appelle le capital. Donc le capital, c'est la partie de la production qui ne se consomme pas tout de suite et qui est réutilisable pour augmenter la production future. Alors tout ça est vachement bien, nous croissons et multiplions, on produit de plus en plus, donc on vide de plus en plus vite les stocks non renouvelables, et puis à un moment on devient tellement productif et tellement nombreux qu'on se met également à commencer à vider les stocks renouvelables. Donc aujourd'hui on a commencé à vider les stocks d'espèces par exemple, qui étaient renouvelables, on a commencé à vider les stocks de forêts, qui étaient renouvelables, on a commencé à vider les stocks de poissons, qui étaient renouvelables, etc. On commence même à vider les stocks de sol, qui se renouvellent lentement. Donc on a commencé à vider un certain nombre de stocks, qui étaient renouvelables. Et puis, j'ai dit transformation, j'ai donc dit énergie, mais j'ai dit transformation, j'ai aussi dit sous-produit indésirable de la transformation. Parce que quand vous transformez, il y a toujours un moment où vous avez un sous-produit indésirable de la transformation. Ces sous-produits indésirables de la transformation, on leur a donné un nom en français, ça s'appelle la pollution. Donc la pollution, c'est tous les sous-produits indésirables de la transformation, c'est-à-dire ceux qui vont avoir un effet que nous ne recherchons pas, et non seulement on ne le recherche pas, mais ils nous enquiquinent plutôt. Donc en gros, la pollution, c'est tous les emmerdements. Et alors, dit en termes plus orthodoxes, c'est tous les produits qu'on va introduire dans l'environnement et qui vont avoir pour effet de dégrader la qualité des actifs restants. C'est ça la pollution. Là-dedans, vous pouvez faire rentrer avec cette définition le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, la surpêche, etc. Et alors, dans cette affaire, l'économie que nous avons mise sur pied, que je vais détailler dans pas longtemps, consiste à compter ce flux annuel-là et à considérer qu'il n'y a que ça qui compte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en gros, on compte le moment où on transforme, puisque la transformation, c'est l'action de l'homme, et que l'argent ne paye que des hommes. Donc, dans cette affaire-là, on a décidé que le seul marqueur de ce flux du système que je vous présente là, c'est la contrepartie monétaire du flux de transformation annuel. Et ce flux de transformation annuel, dans le jargon des économistes, s'appelle le PIB, la contrepartie monétaire. On aurait tout aussi bien pu avoir une comptabilité qui dirait je compte en plus ce que je fais, en moins ce que je détruis, et puis le jour où la valeur marginale de la dernière voiture que j'ai construite est inférieure à la valeur marginale des derniers bouts de minerai de fer, de minerai de cuivre, de minerai de lithium, de tout ce que de vanadium, de chrome et de combustibles fossiles que j'ai utilisés pour faire cette voiture, je m'arrête de faire des voitures et je vis happily ever after avec les voitures existantes. Vous voyez bien que ce n'est pas ça qu'on fait. En fait, le système économique est un système sans limite absolue.
Rien dans le système économique ne vous dit quand le PIB atteindra 80 000 milliards de dollars sur Terre, ça s'arrête. On a fait un système qui est potentiellement infini. C'est pour ça qu'il est si séduisant. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'il y a 2 siècles, quand on commence à théoriser l'économie, vous avez un certain nombre de gens qui font l'observation suivante. Ils disent l'économie, c'est la gestion de ce qui est rare. Ce qui est rare il y a 2 siècles, c'est quoi? C'est le facteur humain. Vous avez plein d'espèces, plein d'espaces, plein de monde. Les États-Unis sont à peine au début de leur colonisation. La Russie est immense, etc. On ne sait pas jusqu'où va l'océan. Pas de problème de ressources. Ce qui est rare il y a 2 siècles, c'est le facteur humain. Et donc les économistes il y a 2 siècles, à l'image de M. Say, qui a écrit très exactement ce qui est écrit ici, eh bien, se disent, au premier ordre, je vais me contenter de regarder la limitation venant des hommes, le reste, je m'en fous, je ne compte pas. Et si je considère que les ressources sont infinies, vous êtes d'accord avec moi que toute variation du stock est nulle. Delta S sur l'infini, ça fait toujours 0. Donc je vais compter pour nul les facteurs qui ne viennent pas des hommes. Approximation au premier ordre, qui est toujours celle de l'économie aujourd'hui. Donc je vais dire quelque chose qui va faire beaucoup de peine à votre directeur des études qui vient de rentrer. Toute l'économie qu'on vous apprend à l'école est fausse quand il s'agit d'approcher le système humain dans sa globalité. Quand il s'agit d'approcher des arbitrages au sein du système humain, ça marche. Quand il s'agit d'approcher la totalité des hommes dans leur environnement, ça ne dit que des bêtises. C'est pas fait pour ça. Donc, dit autrement, l'économie que j'ai apprise à l'école et qu'on apprend toujours aujourd'hui, c'est que le système productif est alimenté par 2 facteurs de production qui sont le capital humain et le travail humain, et ça suffit à remplir le supermarché. Ça ne tient pas compte des machines, ça ne tient pas compte des ressources. Alors il se trouve qu'à l'époque, on aurait pu gagner la bataille d'une autre manière. Il se trouve qu'il y a 2 siècles, M. Charles Dupin, polytechnicien, donc quelqu'un de très bien, baron de son état, fait un premier calcul de conversion en équivalent esclave. Alors à l'époque, il n'appelle pas ça des équivalents esclaves, il appelle ça des équivalents travailleurs. Et M. Dupin dit, je vais regarder en France et en Grande-Bretagne les moyens productifs dont on dispose en plus des hommes, donc lui il avait tout compris à la physique, et je vais les convertir en équivalents travailleurs humains. Donc je prends la population, j'en fais des travailleurs humains, et soit dit en passant, il comptait les enfants pour 1/4 et les femmes pour 1/2, et on se demande si c'est pas de là que vient l'expression « ma moitié » quand on parle de son conjoint. Non, je vous assure, enfin, d'où ça viendrait sinon ma moitié? Alors ça peut être la moitié d'un couple, c'est une autre explication, mais enfin voilà, on se demande si c'est pas de là que ça vient. Toujours est-il que donc il prend la population et il prend également les auxiliaires que sont à l'époque les bateaux, les moulins, etc. Et donc après, M. Dupin, il dit, si je prends la population et les auxiliaires, alors il devient normal que la Grande-Bretagne, qui a une population à peu près de la même taille que celle de la France, ait déjà une production industrielle 3 fois supérieure. C'est normal, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui travaillent. Il y a aussi les moulins, les animaux de trait et les bateaux. Si à l'époque, on avait écouté M. Dupin et pas M. Say, c'est pas complètement sûr qu'on aurait construit l'économie de la même manière. C'est pas complètement sûr. Et ce que dit le physicien, c'est il dit ce que j'ai à droite, c'est mes 92 éléments du tableau de Mendeleïev arrangés d'une autre manière que ce que j'avais dans les ressources initiales. C'est juste ça. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a rien d'autre que les 92 éléments du tableau de Mendeleïev dans tous les objets de la vie courante. Rien d'autre. On est d'accord? Sauf qu'on ne les a pas trouvés sous cette forme dans l'environnement. Donc je les ai trouvés sous une forme et je les ai transformés. Donc pour ça, il me faut trouver mes 92 éléments du tableau de Mendeleïev, ça s'appelle des ressources, et les transformer. Ma capacité de transformation, c'est les calculs d'ordre de grandeur que je vous ai montrés tout à l'heure, vient pour 1 des muscles des hommes et pour 200 d'Iron Man. C'est-à-dire du parc de machines que nous avons construit. C'est mon rapport de 1 à 200 que je vous ai développé tout à l'heure. Le capital dans cette histoire, c'est fait comme le reste. C'est-à-dire que cet immeuble, qui est un élément de capital, a été fait comme le reste en transformant des ressources naturelles. Donc cet immeuble est comme le reste fait en transformant du minerai de fer, c'est-à-dire du fer et de l'oxygène arrangés d'une certaine manière, c'est-à-dire des pierres, ressources naturelles, c'est-à-dire de la peinture, ressources naturelles transformées, etc. Donc c'est fait exactement de la même manière, juste ça ne se détruit pas quand on s'en sert. C'est-à-dire que pendant qu'on est dans cette salle, pour votre plus grand plaisir et le mien, ça ne s'effondre pas.
Et là, vous comprenez qu'il n'y a pas que les hommes qui sont un facteur limitant du système. Dans le monde moderne, l'énergie est un facteur limitant du système. Dit autrement, si je prive d'énergie mon parc de machines, je priverai mon système productif de sa capacité de production, même si les banquiers sont très sympathiques et même si les chômeurs sont prêts à aller bosser. Ça ne suffit pas dans le monde dans lequel nous vivons. Et si je prive le système de ressources, par exemple, je n'ai pas de poisson à pêcher, le PIB de la pêche est nul. Le PIB de Léon de Bruxelles est nul. Enfin, il faut qu'il passe des moules frites au steak frites, mais sinon, c'est nul. Etc. Donc, si vous n'avez pas les ressources et l'énergie, vous n'aurez pas la production, même si vous avez des travailleurs très motivés et même si vous avez des banquiers très sympathiques. Alors, historiquement, jusqu'à maintenant, tout ça n'a pas été un facteur limitant. Le facteur limitant est effectivement les hommes. Vous avez ici la reconstitution du PIB depuis l'an 0, c'est-à-dire depuis la naissance de M. Jésus-Christ. Alors vous voyez que tant qu'on n'a pas d'auxiliaires mécaniques en quantité significative, il n'y a pas de croissance. La population est raisonnablement stable à cette époque-là aussi. À cette époque-là aussi, comme un homme est productif, comme son système musculaire et pas plus, le pays le plus peuplé du monde a le premier PIB de la planète. Et c'est la Chine, absolument. Donc la Chine aujourd'hui dit une chose dans le concert des nations, elle dit écoutez, nous faites pas rire, pendant 2 millénaires on a été la puissance économique dominante de la planète, alors c'est pas parce qu'un siècle de pétrole a mis les États-Unis à notre place que ça va changer notre vision du monde, donc d'abord on va retrouver notre place et ensuite on discute. C'est à peu près comme ça que les choses se présentent. Très peu d'auxiliaires mécaniques, très peu de croissance, arrivée en masse des auxiliaires mécaniques et des combustibles fossiles, et crac, les modèles économiques disent que nous allons avoir 3% de croissance pour l'éternité. Alors ne rigolez pas, il se trouve que je fais partie d'une instance qui s'appelle le Haut Conseil pour le climat, qu'on nous a présenté il y a 3 semaines la stratégie nationale bas carbone élaborée par certains de vos anciens, à qui on a obligé à dire que de diminuer fortement, de diviser par 6 à 7 la quantité d'énergie fossile qu'on rentrerait en France permettrait d'augmenter le PIB français. C'est dedans. Parce que les modèles économiques vous disent ça. Parce que les modèles économiques peuvent vous dire qu'on augmente le PIB en divisant l'énergie par 10, puisque l'énergie n'est pas un input. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Alors en attendant, ce n'est pas ça qui se passe. Moi, je vous présente le meilleur modèle macroéconomique du monde qui s'appelle une droite. Vous avez ici en abscisse la quantité d'énergie utilisée par les hommes, c'est-à-dire, je le répète, le parc de machines en service, et donc en ordonnée, la valeur économique de la production, qui suit de façon à peu près linéaire. C'est très simple, vraiment très simple. C'est valable en valeur absolue, c'est également valable en variation. Vous avez ici en vert la variation annuelle de la quantité d'énergie utilisée sur Terre, c'est-à-dire la variation annuelle du parc de machines en service, et en bleu la variation annuelle de la production économique humaine. Vous voyez que donne-moi l'un, je te donne l'autre, et donne-moi l'autre, je te donne l'un. D'accord ? Je vais vous le redire autrement. Les euros ne font que mesurer monétairement un flux que les kilowattheures mesurent physiquement. Donc c'est 2 unités de compte qui vous regardent la même chose, c'est-à-dire un flux de transformation. Je reviens à ma courbe que je vous ai montrée tout à l'heure de l'approvisionnement énergétique par personne, et je vais en faire un autre commentaire cette fois. Vous voyez que sur l'époque qui va jusqu'au choc pétrolier, l'approvisionnement énergétique augmente de 2,5% par an par personne. Ça veut dire que le parc de machines par personne augmente d'au moins 2,5% par an. Vous avez un peu d'efficacité énergétique qui se rajoute. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas de facteur limitant sur les ressources à transformer, la production physique par personne augmente d'au moins 2,5% par an. Et donc, la contrepartie monétaire de cette production augmente d'au moins 2,5% par an. En fait, vous allez voir, c'est un peu plus. Après les chocs pétroliers, vous voyez que le rythme se tasse. Alors, en fait, il se tasse totalement pour les pays de l'OCDE, ce qu'on appelle les pays riches, les pays occidentaux. Et le surplus que vous avez là, c'est l'essor de la Chine, puis plus tard des autres pays émergents. Et ça se traduit par l'essor de la quantité de charbon par personne, qui est un effet de moyenne. En fait, dans les pays occidentaux, la quantité de charbon utilisée n'augmente pas, baisse même un peu. Par contre, ça explose en Chine. Et aujourd'hui, la Chine utilise la moitié du charbon consommé dans le monde. À ce moment, le système commence à ralentir un peu. C'est-à-dire qu'on continue à avoir une hausse de la production physique par personne, beaucoup plus faible, et beaucoup plus faible que le rythme de redistribution auquel on s'était habitué pendant cette époque-là.
C'est-à-dire qu'on a organisé dans tous les États occidentaux du monde un État-providence, plus ou moins, moins providence aux États-Unis, plus providence chez les Scandinaves, mais dans tous les pays du monde, on organise un État-providence qui redistribue une partie de ce qui est produit, et le rythme de croissance de la redistribution est calé sur le rythme de croissance de la production, c'est-à-dire quelques pourcents par an. Et on ne met pas dans le système de capacité à le corriger rapidement si la croissance s'essouffle. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux fonctionnaires, on vous prévient, si la croissance s'essouffle, les augmentations à l'ancienneté, ça s'arrête. On ne dit pas aux retraités, on vous prévient, si le rythme de croissance s'essouffle, automatiquement, vous partirez à la retraite plus tard et moins bien payé, etc., etc. On ne dit pas toutes ces choses-là. On dit, non, si la croissance s'essouffle, on continue à vous payer la même chose et à vous augmenter à l'ancienneté de la même manière. À ce moment, il faut trouver l'argent quelque part et on s'endette. Dans tous les pays occidentaux, la dette publique était inexistante avant les chocs pétroliers. Elle apparaît et se développe, enfin très faible avant les chocs pétroliers. Elle apparaît et se développe partout, donc ce n'est pas juste les politiques français qui sont des incapables, elle apparaît et se développe partout, dans tous les pays occidentaux, après les chocs pétroliers, exactement pour cette raison-là. Parce que le rythme d'augmentation de la production par personne devient insuffisant pour assurer le rythme de hausse de la redistribution par personne. Et à partir de 2005, et je vous dirai au cours prochain pourquoi, l'approvisionnement énergétique par personne se met à devenir à peu près constant à nouveau dans le monde. En fait, il décline dans la zone OCDE, je vais vous montrer juste après. Et alors là, le système part en vrille. Crise financière massive de Lehman Brothers, qui est une conséquence de ce que je suis en train de vous dire, je vais vous montrer dans pas longtemps chronologiquement, et non une cause. L'endettement se met à exploser. On arrive dans un truc qui est inconnu depuis très longtemps, qui s'appelle les taux d'intérêt négatifs, etc. Donc le système, et ça, c'est la réponse du système au fait qu'on a bâti quelque chose qui dépendait de l'abondance énergétique et que cette abondance énergétique commence à petite vitesse aujourd'hui, à s'effilocher. Et d'ici à ce que vous ayez mon âge, on va passer la surmultiplier dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que votre avenir ne sera pas la prolongation tendancielle du passé. Alors, quelques courbes pour finir. Vous avez ici la variation du PIB par personne dans le monde, donc de la production économique par personne dans le monde, depuis 1960. Vous voyez ici cette affaire en variation annuelle, et puis je vous ai mis en orange des moyennes sur 3 périodes, qui sont jusqu'au choc pétrolier, entre le choc pétrolier 79 et le choc pétrolier de 2007-2008, et depuis le choc de 2007-2008. Il y a un petit artefact dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui parce que c'est trop long, mais l'endettement est quelque chose qui permet de faire du PIB sans production. Donc c'est un peu compliqué, mais donc ici vous commencez à avoir un effet de bord. Ce que vous voyez, c'est qu'à l'époque des 30 Glorieuses, l'énergie croît fortement par personne et la production par personne croît encore plus fortement puisqu'il y a le gain d'efficacité énergétique entre les deux. Les ingénieurs savent faire une voiture plus efficace avec la même quantité de pétrole, enfin qui avance avec moins de pétrole si c'est la même voiture, ou une voiture plus grosse vendue plus cher avec la même quantité de pétrole. Après, vous voyez l'énergie par personne augmente moins vite. C'est plutôt 1% en fait que 0,5%. Et vous voyez que le PIB par personne se met à croître moins vite. Et depuis l'épisode... alors c'est très contrasté. Là, vous voyez aussi qu'il y a un grand épisode de volatilité. Vous voyez que ça baisse. En fait, vous avez 2 régions dans le monde qui évoluent de manière très discriminée à partir de ce moment-là, l'OCDE et le reste. Et je vais vous montrer là où nous vivons, c'est-à-dire l'OCDE. Alors l'OCDE, voilà ici comment évolue un premier morceau de l'OCDE, c'est-à-dire l'Union européenne, dans laquelle nous vivons. Jusqu'au choc pétrolier, l'approvisionnement énergétique par personne augmente fortement. Entre les chocs pétroliers et 2006, et vous voyez que le maximum est en 2006, 2 ans avant Lehman Brothers. Donc ce n'est pas Lehman Brothers qui a provoqué la crise économique qui a fait baisser la quantité d'énergie utilisée, c'est la contraction de l'approvisionnement énergétique disponible qui a ralenti le PIB et qui a rendu incapables les emprunteurs de rembourser la dette qu'ils avaient commencé à contracter au moment où l'économie a ralenti une première fois ici. C'est un fusil à 2 détentes. Là, on commence à s'endetter pour compenser le fait que l'énergie s'arrête d'augmenter, et là, au moment où l'énergie commence à baisser, on n'a même plus la capacité à se réendetter à la bonne vitesse pour rembourser la pyramide de Ponzi qu'on avait commencé à créer. Pardon, là vous voyez un effet du truc dont je vous parlerai la prochaine fois, qui est la réalimentation du marché mondial de l'énergie à partir des pétroles et gaz de roche-mère aux États-Unis. Enfin, pétrole surtout.
ce que vous voyez en Europe à ce moment, c'est le PIB par personne augmente fortement au moment des 30 Glorieuses. L'énergie par personne s'arrête de croître, mais le PIB par personne continue d'augmenter. Et vous voyez que depuis 2006, l'augmentation est quasi nulle. Et soit dit en passant, la production industrielle de l'Europe aujourd'hui est toujours inférieure à ce qu'elle était en 2007. Les tonnes-kilomètres en camion aujourd'hui en Europe sont inférieures à ce qu'elles étaient en 2007. L'indice de la construction aujourd'hui en Europe est inférieur à ce qu'il était en 2007. Donc une partie de l'augmentation du PIB qu'on a eu depuis 2007, c'est du faux PIB. C'est un artefact de comptabilité qui, en gros, qui est une mauvaise correction de l'inflation, si je le dis autrement. Alors à ce moment, vous demandez aux Grands-Bretons, est-ce que vous êtes contents? Les Grands-Bretons vous disent non. Je vous rappelle qu'un référendum, en général, vous répondez à celui qui pose la question, vous ne répondez pas à la question. De Gaulle l'a appris à ses dépens. Et d'une manière générale, quand vous demandez, et du reste, le premier référendum qu'il y a eu en France sur la Constitution européenne, vous vous rappelez du résultat, donc on a reposé la question d'une autre manière. Donc, le référendum, historiquement, c'est quand même un très bon moyen de répondre à celui qui pose la question et non pas à la question. Donc les Anglais disent à celui qui pose la question, on n'est pas content de la façon dont les choses se passent. Soit dit en passant, à partir du moment où le PIB par personne n'augmente plus et où vous créez un espace de libre circulation dans une zone où vous avez une différence de 1 à 5 entre ce que gagnent les gens à l'Est et ce que gagnent les gens à l'Ouest, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Ça s'équilibre. Alors quand vous êtes dans un univers en expansion, c'est pas grave, parce que vous pouvez augmenter les revenus des gens d'un côté pendant que vous continuez à augmenter, ou au moins vous ne diminuez pas les revenus des gens de l'autre côté. Donc quand l'Espagne et le Portugal rentrent dans l'Union européenne à une époque de forte croissance, le pouvoir d'achat des Français peut continuer à augmenter en même temps que le pouvoir d'achat des Espagnols augmente fortement. Mais quand vous faites rentrer en 2005, c'est-à-dire 2 ans ou 1 an avant le maximum énergétique européen, les pays de l'Est, en leur disant « venez dans la danse, votre PIB va augmenter en même temps que le nôtre va continuer à augmenter », puis là, crac, l'énergie par personne se met à baisser. À ce moment, le PIB de la zone n'augmente plus, votre effet de vase communicant s'applique, et tout ce que les pays de l'Est vont prendre, c'est les pays de l'Ouest qui vont le perdre. C'est mécanique. Alors, il y a 2 manières de le perdre. Le plombier polonais vient à Londres, et ça vous donne ce résultat-là. Et la deuxième manière de le perdre, c'est Renault investit en Roumanie, et à ce moment, vous avez les ouvriers français qui gueulent. Et c'est les 2 manières dont le processus de rééquilibrage s'applique. C'est que le début. Tant qu'on restera, je ne suis pas en train de faire de la politique à 2 balles, mais je suis juste en train de vous dire que tant qu'on restera dans un espace dans lequel chacun circule et paye comme il veut, alors que vous avez des différences de potentiel initial que vous ne pouvez pas homogénéiser par le haut, vous allez avoir des rééquilibrages avec la perte pour un certain nombre de gens. Donc la tentation du Frexit, de l'Italexit, de l'Espaxit et de je ne sais pas quoi, et de la Suezxit vont augmenter, toutes ces pressions vont augmenter à cause de ça. Et à l'origine, vous trouvez l'énergie. Quand vous faites une analyse de tendance, vous constatez, soit dit en passant, que cette variation de l'approvisionnement énergétique par personne, en fait, elle est héritière d'une tendance très lourde, et je vais revenir dessus au prochain cours, qui s'exprime depuis des décennies. Ici, vous avez une courbe qui vous donne la variation de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne, donc ce n'est pas son approvisionnement, c'est sa variation, depuis 50 ans. Ce que vous voyez, c'est que la variation, avec des grands écarts, elle suit une tendance où elle est forte, un peu moins forte, un peu moins forte, un peu moins forte, un peu moins forte, puis il y a un moment, on rentre en territoire négatif, et soit dit en passant, à ce moment-là, on se met à voir quelque chose qui est raisonnablement volatile. Si on se dit que cette dérivée seconde a de bonnes raisons d'être représentative de la dynamique interne du processus, à ce moment, vous vous dites, la suite de l'histoire, c'est que l'approvisionnement énergétique va continuer à baisser, et donc, le taux de croissance du PIB, qui était de plus en plus faible sur la même période, va continuer à baisser et passer en territoire durablement négatif. Donc, la vie qui vous attend, et moi, pour les quelques décennies, si tout se passe bien, virgule, également, a toutes les chances de ne ressembler en rien à ce que j'ai connu depuis que je suis né, c'est-à-dire que ça ne sera pas un monde d'expansion, ça sera un monde de contraction. Donc on va avoir besoin de votre génie créatif, parce que je vous assure que de gérer un monde en contraction, c'est autrement plus redoutable comme exercice d'optimisation sous contrainte que de gérer un monde en expansion. Donc on va vraiment avoir besoin de vous. On a aussi besoin de moi, mais on va vraiment avoir besoin de vous. Au sens où on va vraiment avoir besoin des cervelles le mieux sélectionnées du pays pour s'attaquer à un des problèmes les plus durs qu'on va avoir à résoudre,
qui est de garder un système à peu près stable dans un contexte de contraction des ressources disponibles. Je peux vous assurer que ce que vous avez vu à l'écrit et à l'oral du concours, c'est de la petite bière à côté de ça. Je prends la zone OCDE dans son ensemble, et je vais finir par ça. Même motif, même punition. L'approvisionnement par personne augmente jusqu'en 1979, passe par un maximum en 2006, et c'est aussi vrai aux États-Unis. Aux États-Unis, l'approvisionnement énergétique par personne est passé par un maximum 2 ans avant Lehman Brothers. J'insiste. Et vous avez également cette évolution qui, en fait, reflète une évolution en tendance qui a pris place depuis très longtemps. Et donc, il va vraisemblablement se passer à peu près la même chose dans cette zone-là, puis dans le monde dans son ensemble. Voilà, donc ce que je vous ai raconté au cours de ce premier module, c'est que le monde dans lequel nous vivons a notamment été permis, pas que, mais a notamment été permis par le fait que nous avons trouvé gratuitement sous nos pieds des poches de soleil, comme le dit très joliment Yann Arthus Bertrand, c'est-à-dire de l'énergie fossile, gratuite, avec un très fort pouvoir calorifique, donc une très grande capacité exothermique, qui nous a permis de transformer à vitesse accélérée la totalité des autres sources, tout aussi gratuites que nous avons trouvées sur Terre, et ça nous a permis de construire le système socio-économique dans lequel vous avez grandi, c'est-à-dire l'essentiel des gens en ville, l'essentiel des gens dans des activités de service, tout le monde mangeant du steak à tous les repas, les gens ayant énormément de temps libre, et les revendications du MEDEF et de la CGT auxquelles on peut faire droit sans problème. C'est ça le monde dans lequel on a grandi. Et, soit dit en passant, le programme d'échanges internationaux de Mines ParisTech, puisqu'il faut des avions pour ça. Et la manière dont je comptabilise le flux de transformation est une manière que j'ai construite par construction sans limite, puisque le seul truc qui était vraiment emmerdant dans l'affaire, c'est-à-dire le fait que la Terre fait 13 000 km de diamètre et pas 14 000 et pas 15 000, je l'ai passé sous silence, foutu ça sous le tapis, et sur la base de cet axiome qui n'est qu'une approximation au premier ordre, j'ai raffiné mes visions depuis 2 siècles, mais sans remettre en cause un axiome fondamental qui est que la nature est gratuite. Donc évidemment, je ne vois pas cette limite, puisqu'elle n'est pas dans le système. Au prochain cours, on ne regardera pas ça, qui est un des premiers facteurs limitants du système, c'est-à-dire la pollution, et on va se concentrer sur une pollution bien particulière qui s'appelle le changement climatique. Alors le changement climatique n'est que la conséquence aval de ce flux de transformation. Au prochain cours, ce qu'on regardera vraiment, c'est le goulet d'étranglement qui peut éventuellement s'appliquer en amont du système et qui s'appelle l'approvisionnement en énergie fossile. On pourrait évidemment, si on avait le temps, regarder l'approvisionnement en métaux, c'est un autre facteur limitant possible du système, l'approvisionnement en espèces, c'est un autre facteur limitant possible du système, etc. Mais donc on va regarder, on va disserter sur l'approvisionnement amont en combustible fossile, c'est-à-dire en capacité de transformation. Voilà, donc c'est ça le tableau dans lequel on va se situer pour le prochain cours auquel je vous donne rendez-vous. Bonne soirée.